Bienvenue dans l'heure des pros. Je suis ravi de vous retrouver ce matin avec mes invités. Ce matin, on va parler d'un sujet qui revient en haut de la pile, visiblement, du gouvernement, celui de la sécurité. Hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, faisait face à des députés réunis dans le cadre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. L'occasion pour le ministre d'assumer ses propos sur l'ensauvagement de la société et également d'envisager aussi l'interdiction de la vente aux particuliers des mortiers et des feux d'artifice. Alors on s'interrogera pourquoi sur ce phénomène aussi. On sera en ligne avec la maire communiste de Vénissieux, Michel Picard, et on entendra le ministre de l'Intérieur. Et puis c'était une avocate engagée, auteure passionnée, une immense figure pour la lutte pour les droits des femmes. Gisèle Halimi est décédée hier à 93 ans. L'occasion de revenir sur son engagement et de mettre en perspective ses combats avec ceux menés aujourd'hui par les militants du mouvement féministe. Dans l'heure des pros, ce matin, je suis ravi d'accueillir Ludovine de la Rochère. Bonjour, vous êtes présidente de la Manif pour tous. On reviendra notamment avec vous sur ce projet de loi bioéthique et son examen que certains disent poussif à l'Assemblée nationale. À vos côtés, Othmane Nasrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, proche de Valérie Pécresse. Mathieu Souquier, bonjour. Mathieu, consultant, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Et Jean-Claude Beaujour, bonjour. Vous êtes avocat vice-président de France Amérique. En fin d'émission, on parlera d'un podcast qui s'annonce d'ores et déjà très médiatique, peut-être très politique, celui de Michelle Obama. On aura notre correspondante Pauline Simonet sur place. Mais avant cela, on va entendre le ministre Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui s'est vu proposer hier lors de son audition devant les membres de la commission des lois à l'Assemblée nationale, eh bien tout simplement d'interdire les mortiers, ces puissants feux d'artifice, de les interdire à la vente aux particuliers. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Les mortiers et les feux d'artifice, pour que chacun le comprenne, ça pullule évidemment, ça attaque les forces de l'ordre, ça fout le bordel dans les quartiers, ça empêche les gens de dormir, parfois ça blesse des personnes. Faut-il interdire complètement? Pourquoi pas? Simplement, je ne voudrais pas interdire complètement les feux d'artifice chez les artificiers, on va dire les honnêtes gens qui ont une échoppe et qui, après tout, peuvent faire vivre les farces et la trappe. Les ventes en ligne, et notamment par Internet, et notamment par des sites étrangers, viendraient sans doute, et c'est sans doute ce que l'on constate de plus prégnant parmi ceux qui les consomment. On va rarement chez son artificier pour demander des mortiers pour attaquer la police. Voilà les propos du ministre de l'Intérieur qui s'interroge, qui envisage éventuellement cette interdiction. On est en ligne avec Michel Picard. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin dans l'heure des pros. Vous êtes maire communiste de Vénissieux. Expliquez-nous les raisons de ce problème que vous dénoncez, vous, depuis longtemps, je crois. Oui, tout à fait. Bonjour. Nous dénonçons ce problème depuis plusieurs années. Je prends des arrêtés pour interdire la vente sur la commune des mortiers. Il y a quelques années, nous en avions saisi plusieurs kilos dans un commerce et du coup, ça marchait plutôt bien, ces arrêtés. Il y en avait un peu moins, à part autour du 13 et 14. Alors que cette année, ça a commencé, on va dire, après le confinement, juste après le confinement. Et ça n'arrête pas, et c'est de plus en plus gros, ça dure de plus en plus longtemps, ça pourrit les nuits dans nos quartiers. Donc j'ai écrit au Premier ministre pour qu'on légifère et qu'on interdise la vente sur Internet pour les particuliers, et également qu'on mette tout en œuvre pour éviter que ces produits puissent rentrer en France. Mais Michel Picard, pardonnez-moi, mais vous nous dites que vous signez régulièrement des arrêtés pour l'interdiction de ces tirs de feux d'artifice. Est-ce que ce n'est pas suffisant finalement ces arrêtés? Pourquoi aller plus loin? Parce qu'en fait, c'est suffisant pour la commune, il n'y en a pas de vente. Par contre, il est vendu dans les communes à côté. Et puis, sur Internet, les gens se procurent des kilos de mortiers, il y en a qui en ont plein les coffres, etc. Donc vous estimez que interdire la vente aux particuliers est la seule et unique solution. Les prises que vous pouvez faire quand vous parlez de plusieurs
kilos de mortier. Ce n'est pas suffisant et c'est un éternel recommencement finalement. Tout à fait. En fait, on ne légiférera pas comme question. Du coup, pour nous, c'est d'analyse. Il y en aura toujours. On a beau faire des contrôles, ça va être compliqué. Et ça sera de plus en plus compliqué parce que c'est la nouvelle mode et c'est tous les soirs, toutes les nuits. Donc les Vénitiens sont exaspérés. Et en même temps, je vois bien que cette question, elle n'est pas que vénitiane, elle concerne la France entière. Donc je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui légiférer. Et les députés communistes vont s'emparer de cette question pour demander qu'on légifère. On entend effectivement ce que vous dites, Michel Picard. Vous restez en ligne avec nous, vous intervenez bien sûr quand vous le souhaitez dans ce débat. C'est vrai que ce sujet concerne l'ensemble du territoire et il est transpartisan. Vous avez parlé donc de l'initiative d'élus du Parti communiste. Gérald Darmanin répondait à une question d'un député La République En Marche, le député du Rhône Thomas Rudigoz. Et il y a également des initiatives venues des rangs de la droite. Je me tourne vers vous, Othman Nasrou. Vous êtes le premier vice-président LR de la région Île-de-France. C'est un phénomène, vous confirmez, qui est généralisé. Est-ce qu'il s'amplifie ? Bien sûr que c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de quartiers en Île-de-France, dans beaucoup de villes. Moi, singulièrement dans ma ville à Trappes, on a eu ce phénomène et qui s'est intensifié, c'est vrai, au lendemain du confinement. Mais pour quelle raison, finalement ? Peut-être parce qu'il y avait une petite minorité qui avait envie de rompre l'ennui de cette période de confinement. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Ce que je sais, c'est qu'il y a des riverains qui sont excédés, que ça occasionne des vraies nuisances, que moi j'ai une résidence de personnes âgées qui est régulièrement réveillée à 3h du matin par ces bruits, ces explosions, dont certains d'ailleurs pensent parfois que ce sont des coups de feu ou des explosions plus graves que des simples tirs de mortier. Et donc on sait que c'est une des nuisances qu'on a dans un certain nombre de quartiers en Île-de-France. Je vous parle de l'Île-de-France, mais c'est vrai partout en France. Alors je ne sais pas si la bonne solution c'est d'interdire la vente de ces matériaux, parce qu'on a d'autres nuisances de ce type-là. Je pense aux rodéos sauvages, qui sont aussi un vrai sujet, un sujet transpartisan sur lequel beaucoup de gens alertent, qui est une vraie nuisance aujourd'hui, mais sur lequel on n'arrive pas encore à trouver les bons outils. On ne va pas forcément interdire la vente de scooters parce qu'il y a des rodéos sauvages. Donc il faut qu'on trouve la manière que nos forces de l'ordre puissent remettre un peu de tranquillité. Et j'assume le terme de tranquillité dans nos quartiers. Ça suppose un rôle des polices municipales qui soit peut-être différent que celui qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que nous, régions, on les finance beaucoup. On finance beaucoup l'équipement des polices municipales parce qu'on considère que c'est l'échelon de proximité sur ce type de sujet. S'il faut en arriver à l'interdiction de la vente des feux d'artifice, pourquoi pas, mais il y a derrière tout un secteur effectivement de professionnels et d'événementiels qui risquent aussi d'en souffrir. Mais c'est vrai que c'est une nuisance incontestable aujourd'hui dans un certain nombre de villes d'Île-de-France. Jean-Claude Beaujour sur ce... Oui, en tant qu'avocat, j'ai envie de dire, on voit bien qu'un règlement est pris, un arrêté est pris, n'est pas respecté. On dit il faut légiférer. Alors il peut être respecté parfois, mais pas toujours, ou pas suffisamment. Il y a un problème de respect de la règle. Et on en a déjà parlé. On sait bien que le vrai sujet, c'est comment on met en œuvre, comment on fait respecter. Et c'est là où est tout le problème. Le président de la République a parlé d'incivilité. Je crois que c'est sur des sujets comme ça où on est face aux incivilités. Comment gérer l'espace public, comment gérer le vivre ensemble et se donner les moyens pour faire respecter la règle. Quel que soit le texte que vous pourrez prendre, si vous n'êtes pas en mesure de le faire respecter, il ne servira à rien. Mathieu Souquier, sur ce sujet-là, on entendait donc le témoignage de Michel Picard, maire communiste. J'ai évoqué l'initiative du député de La République En Marche, donc le parti du président de la République. On entend Othman Nasrou. Finalement, il y a une unanimité pour lutter contre ces nuisances on ne voit pas pourquoi, finalement, Gérald Darmanin ne se saisirait pas de ce sujet. Il a commencé à le faire hier, même si on peut imaginer que c'est compliqué dans un cadre législatif d'avancer. Il y a manifestement une unanimité sur le fait que c'est un problème, que ça pose problème. Alors, je ne sais pas si ça pose problème sur l'ensemble du territoire, que ça pose problème dans un certain nombre de quartiers, un certain nombre de villes, c'est incontestable. Qu'on en arrive du coup quand même à envisager une législation globale qui concernerait l'ensemble du territoire, l'ensemble des Français et qui reviendrait à interdire effectivement la vente de feux d'artifice, alors de certains feux d'artifice. Le terme de mortier fait toujours un peu peur parce qu'on n'imagine pas un feu d'artifice. Mortier, forcément, ça évoque une arme de guerre et voilà. Encore une fois, je ne mésestime pas les difficultés dans certains quartiers. J'entends évidemment la maire de Vénissieux qui connaît parfaitement le terrain et qui est manifestement confrontée à une situation très difficile depuis longtemps.
On a de temps en temps, effectivement, à travers les médias, l'écho de certains incidents où voilà, l'usage de mortier est fait. Encore une fois, je ne sais pas s'il s'agit pour de vrai d'un fléau absolument généralisé qui nécessite une interdiction passant par la loi. Alors, la question de la régulation de l'espace public, la régulation des incivilités, etc. est un vrai sujet dans certains quartiers. Là encore, il ne faut pas du tout le mésestimer, pas d'angélisme là-dessus. Est-ce que quand même, on ne peut pas envisager, plutôt que d'interdire la vente de tout ça, interdire son usage dans certaines conditions, voilà. Oui, mais on interdira, mais il faudra faire respecter cette interdiction. Aujourd'hui, ce sont les feux d'artifice, mais nous avons dans certains quartiers, c'est sur le trottoir, tout simplement, vous avez des motos qui roulent sur le trottoir. Je voulais juste me retourner, avant de vous passer la parole, Ludovine de la Rochère, vers Michel Picard. Vous nous avez indiqué, Michel Picard, que vous aviez sollicité, écrit à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, je crois début juillet. Est-ce que vous aviez reçu une réponse de l'exécutif d'une certaine façon ? Hier, Gérald Darmanin a répondu à une proposition d'un député de la majorité présidentielle. Non, je n'ai pas reçu de réponse. Par contre, je voudrais rebondir sur les propos qui ont été dits précédemment. Quand on a bien légiféré sur les rodéos pour justement pouvoir arrêter ces délits-là. Et on a un cadre maintenant pour intervenir. Bien évidemment, on n'enlève pas tous les scooters. Par contre, on peut saisir un certain nombre de scooters qui ne répondent pas à la réglementation. Donc, moi, je veux qu'on puisse légiférer pour pouvoir ensuite encadrer les choses. Et tant qu'on n'encadrera pas les choses, parce qu'on parle d'incivilité, moi, je crois qu'il faut employer aussi les bons mots. Incivilité, nuisance. Mais c'est dangereux. Nous, on a eu un mortier, parce que c'est quand même, quand ils sont énormes, c'est quand même dangereux, qui est rentré dans un appartement. Et il y a des rideaux qui ont pris feu et ça a cassé une fenêtre. Donc je crois que c'est la dangerosité également. Ce n'est plus simplement la nuisance qui peut me contrarier parce que ça exaspère les habitants, mais c'est aussi la dangerosité. Le jour, parce qu'ils sont énormes, ces pétards, ces feux d'artifice, le jour où il y en a un qui va laisser 4 doigts, ça sera encore la faute des maires. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on légifère. Et pour l'agglomération lyonnaise, qu'on ne dise pas que ça soit qu'une ville, ou que ce soit que Vénissieux, les quartiers de Vénissieux. Les maires LR de l'agglomération posent la même question. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui s'est généralisé. C'est comme les rodéos. Les rodéos, à 15 jours de la fin du confinement, c'est plus des simples rodéos de 2-3 personnes qu'on avait. Ils se donnaient rendez-vous sur les réseaux sociaux et nous avions des rodéos parce que effectivement les rues étaient vides et du coup ils se donnaient rendez-vous et on avait des rodéos de 50 à 60 personnes. Donc là encore, il a bien fallu que les forces de l'ordre, les PM, l'APN, également le centre de supervision urbain, etc., qu'on travaille avec la préfecture pour interdire ces rodéos, pour les déranger, pour plus qu'ils ne se fassent. Donc on voit bien qu'à la suite du confinement, il y a des choses qui ont bougé, il y a des lignes qui ont bougé. On entend ce que vous dites, Michel Picard, et effectivement, alors on précise bien que vous n'êtes pas seul concerné par ce phénomène à Vénissieux et que c'est un phénomène qui touche d'autres villes sur le territoire. Ludivine de la Rochère, vous souhaitiez intervenir sur ce sujet. Absolument, moi je suis stupéfaite de voir qu'on est toujours, mais dans beaucoup de domaines, dans la réaction. On réagit à ce qui se passe et on va légiférer là, légiférer là. C'est pas forcément évident d'anticiper qu'on va prendre un feu d'artifice pour viser un commissariat de police comme à Champigny-sur-Marne il y a quelques mois. Et à court terme, il faut agir parce que c'est évidemment insupportable et odieux pour le voisinage. Mais il y a quand même un autre aspect. Moi je pense qu'on doit être aussi dans la prévention. Et par là, je veux dire que l'ampleur des incivilités que déplore sans cesse Emmanuel Macron et beaucoup d'autres, eh bien, elle nécessiterait qu'on se pose le problème de l'éducation, le problème de la famille aussi. Et par exemple, depuis des années, il n'y a pas de ministère de la famille. Et après, on s'étonne de ce que... Il y a un secrétaire d'État qui a été nommé et qui est en charge de ces questions. Non, il n'y a ni ministère ni secrétaire d'État à la famille. Il se saisit de ces sujets.
C'est stupéfiant. La famille est un pilier essentiel de la société. C'est la famille d'abord qui éduque un enfant et on voit bien que l'éducation nationale est débordée, qu'elle ne peut pas le faire. Et là-dessus, cela nécessite un soutien à la famille, et donc à la parentalité. Vous estimez qu'un ministère plein serait important? En tout cas, là, pour agir en moyen et long terme, ça semble impératif. On voit bien qu'il y a une difficulté montante de ce point de vue-là. On est en ligne avec Loïc Lecouplier. Vous êtes secrétaire administratif général du syndicat Alliance. Je voulais entendre ce matin sur CNews votre témoignage face à ce phénomène. On l'a redit, il n'est pas nouveau, il peut parfois s'amplifier à l'occasion de certaines périodes. La maire de Vénissieux parlait de la sortie du confinement. Et je rappelle que, par exemple, dans la nuit du 23 avril, c'est le commissariat du Bois-l'Abbé, un quartier de Champigny-sur-Marne, qui a été la cible de tirs de mortiers d'artifice et d'engins pyrotechniques. Vous avez constaté ce phénomène depuis combien de temps ? Bon, écoutez, c'est un phénomène qui est apparu d'abord pour dénaturer les fêtes nationales, genre 14 juillet et 31 décembre. Ça, c'était d'abord avec les feux de véhicules. Ensuite est venue assez rapidement l'apparition de ces mortiers. Alors, je reviens à ce que disait tout à l'heure un de vos intervenants. Ce ne sont pas des pétards, parce que le pétard, c'est festif. Ce ne sont pas des pétards, c'est à peu près la grosseur quasiment d'une boule de pétanque. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'est une arme. Effectivement, quand vous faites toucher par un mortier, vous pouvez mourir. Donc ce sont des armes, donc il faut arrêter d'infantiliser, de dédramatiser, de parler d'incivilité. Quand on tire sur des policiers avec des mortiers, on tire sur des policiers avec une arme. Une fois qu'on l'aura compris, une fois que quand les individus auront été interpellés et seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait, et pas pour jet de pétard ou incivilité ou tapage nocturne, mais pour usage d'armes sur des agents de la force publique, je pense qu'on partira déjà sur une bonne base. Alors la vente de ces produits est réglementée, mais vous estimez, et il y a les arrêtés municipaux qui peuvent en limiter ou en interdire l'usage, mais vous estimez, Loïc Lecouplier, que ce n'est pas suffisant ? Non, ce que je dis en France, dès qu'on a un problème, on fait une loi. D'accord ? C'est interdit de boire au volant. Quand vous vous faites interpeller ivre à bord d'un véhicule, vous êtes sanctionné. Une loi n'a jamais empêché la délinquance. Alors, ça fait longtemps que nous n'en aurions plus, on a tellement de lois qu'on serait dans vraiment un pays très paisible. Le problème, c'est l'application de la loi et de l'interprétation qu'en font les juges. Sur des phénomènes nouveaux comme ça, on a toujours tendance à dédramatiser. Les rodéos, c'était des jeunes motards qui faisaient du sport. Non, les rodéos, c'est pas des incivilités, c'est des infractions graves au code de la route qui peuvent entraîner aussi des morts, et malheureusement, on le voit de manière quotidienne. Donc qu'on nomme les choses telles qu'elles sont, la plupart des textes existent et qu'on les applique. Ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce qu'on interdit la vente d'alcool en France parce que l'alcool tue ? Est-ce qu'on interdit les véhicules, les voitures parce qu'il y a des accidents de la route ? Non, on interdit les pétards. C'est une base, mais je pense qu'au-delà d'interdire la vente des pétards, parce que l'important, vous interdirez la vente, donc effectivement, on va pénaliser une certaine partie de la population de commerçants qui, eux, ne cherchent qu'à gagner leur vie. Mais il y aura toujours quelque chose pour détourner. Et ça continuera, il y aura toujours des mortiers, mais à ce moment-là, quand ils sont interpellés avec des mortiers, qu'on les juge à la hauteur de leurs actes. Voilà la position de notre syndicat. Oui, Jean-Claude Beaujour, c'est vrai que on comprend la position des organisations représentant les forces de l'ordre, légiférer toujours plus. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas contre-productif ? C'est bien ce que je vous disais au départ. Je vous disais que les textes n'ont d'intérêt que si on les fait appliquer. Il y a des textes en vigueur, il faut les faire appliquer. La différence entre incivilité, délit, etc., nous parlions au départ de vente de feux d'artifice et nous ne parlions pas d'agression contre les forces de l'ordre, parce qu'il est évident qu'une agression contre les forces de l'ordre, ça n'est pas une incivilité. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour pouvoir dire qu'il s'agit de travailler sur application de prévention. Et alors, autant, je ne sais pas s'il faut un secrétariat d'État à la famille ou un ministère, peu importe, mais je pense qu'il faut un cadre. Effectivement, formation, éducation, et rappelez que la règle s'applique. La règle s'applique. Si vous voulez, quand vous avez un motard qui passe sur un trottoir 3 secondes, vous n'avez pas le temps d'aller chercher un policier. Sauf que ça gêne, sauf qu'effectivement, ça peut être dangereux. Là, je rejoins les propos du maire. Oui, une incivilité peut être dangereuse, et c'est la raison pour laquelle il faut sanction,
application des textes et prévention. Je vais vous donner la parole dans un instant, Othmane Nasrou, sur ce sujet. On va regarder ce reportage d'Ariane Bollaert et d'Olivier Madinier sur cette agression d'un maire à Miribel-les-Échelles, une petite commune de l'Isère. Une agression par un groupe de personnes qui, ce maire, voulait mettre fin à des nuisances sur la place de ce village. Regardez. C'est un village d'Isère bordé par la forêt et réputé pour sa tranquillité. Lundi soir, Miribel-les-Échelles a pourtant connu une agression en la personne de son maire, William Dufour. Vers 20h30, 6 jeunes en scooter lancent des pétards contre les murs de l'église. Le maire de 51 ans, alors en conseil avec son équipe, sort pour raisonner le groupe. La situation dégénère. Le maire est arrivé pour essayer de calmer le jeu, de les calmer, de leur dire que qu'il ne fallait pas faire des choses comme ça contre les murs de l'église, même ailleurs d'ailleurs dans le village. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de s'expliquer. La violence a été très très rapide et presque instantanée. Le maire, très choqué, souffre de plaies au visage et sur une main. Une autre main a été partiellement brûlée. Les 6 personnes concernées ne sont pas connues dans le village. Dans la petite commune, l'émotion est vive. C'est quand même dommage parce que c'est un maire qui est méritant, plein de vigueur, plein de gentillesse, de bonne humeur. Une enquête est actuellement en cours, menée par la brigade des recherches de Mélan et la gendarmerie. Voilà, pour ce climat qui inquiète forcément sur place et qui inquiète peut-être plus globalement. Je voulais remercier Michel Picard, maire communiste de Vénissieux, d'avoir témoigné ce matin sur l'antenne de CNews dans l'heure des pros. Merci beaucoup, Madame la maire. Et puis, on verra dans les prochaines semaines si, du côté du ministère de l'Intérieur, peut-être de l'Assemblée nationale, on légifère sur cette question. Othmane Nasrou, je voulais vous entendre suite à ce témoignage, à ce reportage à Miribel-les-Échelles. Il y a le sujet des nuisances, tirs de mortier, de pétards, et puis il y a aussi les agressions vis-à-vis des élus locaux. C'est aussi quelque chose que vous observez, peut-être en région parisienne ? Évidemment qu'on a des violences qui sont, j'ai envie de dire, de plus en plus intenses parfois, et en tout cas, dans tous les cas, totalement inacceptables, en particulier quand cela cible des élus de la République. Et on en a un certain nombre depuis quelques semaines. Mais en réalité, on voit que le problème est plus profond que cela et qu'on a un vrai problème d'ordre dans notre pays. J'assume le terme. Et c'est pour cela que j'entends les déclarations de Gérald Darmanin qui nous fait débattre ce matin sur l'interdiction des feux d'artifice, hier sur l'ensauvagement. Et on ne peut qu'être d'accord avec les mots, mais la réalité, c'est qu'on a un vrai problème d'actes. Moi, je constate que dans le même temps, par exemple, on a retiré 350 agents de la police des transports dans les réseaux de transport en Ile-de-France. Est-ce qu'on pense que nos transports aujourd'hui n'ont pas aussi ces phénomènes de flambée de violence ? Vous estimez que, par exemple, la politique de l'exécutif sur la police de proximité, la police du quotidien, donc des hommes supplémentaires qui sont envoyés dans des quartiers particuliers, ce n'est pas suffisant ? C'est loin d'être suffisant parce qu'en réalité, toute la chaîne de sécurité aujourd'hui est défaillante. Je l'ai dit, là, en prenant l'exemple de la police des transports en Ile-de-France, mais je pourrais vous parler de la même manière des polices municipales. On écoutait à l'instant la maire de Vénissieux, mais il faut qu'on ait des polices municipales bien proportionnées et équipées convenablement dans toutes les villes d'Ile-de-France, parce que ce travail de proximité, par exemple, s'agissant des tirs de mortier, il se fait par la police municipale. L'équipement des agents municipaux n'est pas forcément du ressort de l'État qui doit... Mais si l'État transfère plus de compétences aux polices municipales, on en parle maintenant depuis quelques temps, il faut encore que les communes puissent financer. Donc nous, régions, on finance, l'État pourrait aussi nous aider à financer l'équipement des polices municipales. Mais le vrai sujet qu'on a, c'est peut-être les points communs sur ces différents sujets d'incivilité, d'insécurité et même d'ultra-violence, c'est un problème de sanction. C'est qu'en réalité, dans notre pays, il n'y a plus aucune peur de la sanction. Et on le comprend très bien, puisqu'on a beaucoup de peines qui ne sont pas exécutées, puisqu'on a une surpopulation carcérale qui est scellée et qu'on ne construit plus suffisamment de places de prison. On voit que, globalement, il y a un vrai délitement de l'autorité de l'État. C'est une réalité. Et on peut légiférer autant qu'on veut. Si les choses, et ça a été dit tout à l'heure par M. Beaujour, si les décisions qui sont prises ne sont pas appliquées en réalité sur le terrain, eh bien, il n'y a qu'en France qu'on pense qu'un texte voté à l'Assemblée peut régler tous les problèmes. Monsieur Jean-Claude Beaujour, et puis après on entendra une nouvelle fois le ministre de l'Intérieur. En complément, nous avons dans notre pays un vrai problème sur le rapport à l'autorité. Parce qu'on voit bien face à un maire ne peut pas venir avec 2 policiers autour de lui qui dit simplement à 2 jeunes, ça serait bien d'arrêter. Est-ce que c'est vraiment nouveau ce phénomène ? Moi j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on
qu'on dise cela. Je ne dis pas que c'est un phénomène qui date d'il y a 3 semaines. Nous devons réintégrer, replacer un certain nombre de valeurs, et le rapport à l'autorité est aujourd'hui nous dérape. Ce rapport dérape, et on voit bien, sans moyens, manque de rapport à l'autorité, eh bien, ça pose un problème de sécurité que nous venons de dénoncer. Allez, Mathieu Soukeyré, puis après on écoute une déclaration du ministre. On doit pouvoir aborder en fait ces sujets en faisant preuve de nuance. Et je ne suis pas sûr que le fait de parler d'ultra-violence, de flambée de la violence, de délitement, de défaillance généralisée de nos forces de l'ordre, je ne suis pas sûr que ça traduise... Pas des forces de l'ordre elles-mêmes. Moi, c'est mon ressenti sur le terrain. Nous, on a les lycées en gestion en Ile-de-France. Quand on a des gens qui pénètrent dans les enceintes des lycées, lourdement armés, et qui envoient parfois un certain nombre de lycéens, et ça n'est pas anecdotique. On ne peut pas rester sans rien faire. Je ne dis même pas du tout que ça relève de l'anecdote, mais quand vous parlez de délitement généralisé, je ne suis pas sûr que vous fassiez une photographie objective de ce qu'est la situation dans ce pays. Et encore une fois, je dis ça encore une fois sans péché d'angélisme ou sans expliquer qu'il n'y a aucune difficulté nulle part. Puisque vous parliez de ressenti, je n'ai moi, en termes de ressenti, pas la conviction que la France est un pays qui soit à feu et à sang. On a une tolérance vis-à-vis de la violence qui effectivement a changé. C'est-à-dire que nous tolérons de moins en moins la violence dans la société. Il y a un processus de civilisation au sens large et avec des guillemets dont on peut se réjouir en fait. On supporte de moins en moins la violence. Mais le terme d'ensauvagement qu'utilisait Darmanin il y a quelques jours, hier, fait écho au terme de sauvageon de Chevènement qui il y a déjà 20 ans au moins avait suscité la polémique. On voit bien qu'on est en fait confronté à une réalité qui est toujours là, certes, qui concerne un certain nombre de quartiers. On dit que les quartiers perdus de la République, comme le disent parfois certains, c'est une centaine de quartiers. C'est une centaine de quartiers, rapportés à un pays de 70 millions d'habitants. Encore une fois, la situation dans ces quartiers est très grave et la situation pour les populations qui subissent ça au quotidien est insupportable. Mais encore une fois, il s'agit de décrire une réalité qui est circonscrite. Pardonnez-moi, mais là on vient de parler d'un village dans lequel le maire a été agressé de manière Miribel-les-Échelles, une commune de l'Isère. Ça arrive souvent. Vous avez un chauffeur de bus à Bayonne qui a été Mais pensez-vous qu'en fait, les agressions de chauffeurs de bus sont un phénomène nouveau qui correspond à un effondrement de l'autorité dans notre pays? Soyons sérieux. Vous évoquiez votre ressenti. Je rebondissais alors, en fait. Vous n'habitez peut-être pas dans un endroit, quartier-ville, où il y a souvent des incidents, mais les gens qui vivent accompagnés de tirs de mortier, accompagnés de rodéos sauvages et d'un certain nombre d'actes délinquants, gravement délinquants, leur ressenti n'est pas le même. Je vous confirme que je vis à Paris. Je vous confirme que je vis à Paris et qu'à Paris, en fait, Merci. Je vous en prie. Il faut certainement, de toute façon, se baser sur des chiffres exacts, précis. On ne peut pas être sur le ressenti des uns ou des autres. Alors, effectivement, personnellement, j'habite à Paris depuis 47 ans. J'y suis né et j'y vis depuis 47 ans. Et en l'occurrence, le nombre d'homicides, par exemple à Paris, a singulièrement diminué en 47 ans. Il y avait des homicides régulièrement à Paris il y a un demi-siècle. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, en revanche, si on regarde les chiffres de manière globale, il s'avère que le nombre d'actes délinquants augmente bien davantage en France que dans les autres pays, nos pays voisins, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Visiblement. Alors après, il faut détailler quel type d'acte, etc. Entre homicide, cambriolage, attaque. Bon. Absolument. Et visiblement, il y a agression sexuelle, une augmentation particulièrement importante en France par rapport à nos voisins. C'est quand même problématique. Et en tout état de cause, lorsque vous êtes concerné, la victime dit toujours qu'elle souffre. Vous ne pouvez pas simplement dire à une victime, c'est ton ressenti, ça finalement, et je comprends ce que vous dites, que la criminalité massive, la grosse criminalité, en un siècle a baissé. Pour autant, lorsque vous êtes victime comme ce maire qui vient simplement demander à quelques jeunes de respecter, mais ce qu'on ferait tous et ce que nous devrions tous faire lorsqu'il y a un jeune qui passe, un jeune ou pas jeune d'ailleurs, qui passe sur un trottoir, quand vous vous faites agresser, c'est insupportable. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut jouer sur une palette de solutions. Bien sûr, il faut des forces de l'ordre, mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque élu. Mais dans le même temps, il faut, je le répète, travailler sur le rapport à l'autorité. Et entendez, lorsque nous disons souvent tous pourris, c'est vrai que c'est une façon de dénigrer l'autorité. Il faut peut-être revoir un petit peu la façon dont on parle de nos responsables. On va faire une courte page de pause, de publicité, et on va entendre juste après à nouveau le ministre de l'Intérieur, toujours auditionné face aux députés de la Commission des lois. Il déroulait en quelque sorte sa feuille de route, son mandat au ministère de l'Intérieur, et on fera donc réagir Loïc Lecouplier, le secrétaire administratif général d'Alliance.
De retour dans l'heure des pros avec mes invités. On continue d'évoquer ce sujet, la feuille de route du nouveau ministre de l'Intérieur. Il l'a présentée en quelque sorte aux députés réunis dans le cadre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin qui est revenu sur le sujet des violences policières. On l'écoute. A été fait le 12 mars 2019 et l'IGPN a saisi le préfet de police le 6 juin 2019. L'IGPN a relevé des comportements tout à fait inappropriés de la part de 6 fonctionnaires de police, injures, agressivité, mensonges, désobéissance. Je lis les termes utilisés par l'inspection. Et on peut saluer le travail mené dans beaucoup d'établissements. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée, que quelques personnes le fassent en dehors des règles déontologiques, la sanction doit être immédiate. Mais il est normal que les policiers et les gendarmes soient armés, interviennent pas la force, pour que justement la force reste à la loi de la République et pas à la loi des bandes ou des communautés. Voilà, donc encore une fois, le ministre répondait à des questions de députés qui l'interrogeaient sur sa feuille de route, sur ses priorités. Vous pensez, Jean-Claude Beaujour, que là, il était nécessaire pour Gérald Darmanin de préciser en quelque sorte la ligne de l'exécutif sur ce sujet des violences policières? Oui, je pense qu'il a raison, il est dans son rôle. Alors, je n'aurais peut-être pas employé le mot sauvageon parce que je pense qu'il ne faut pas donner à ces quelques voyous plus d'importance qu'il n'en faut. En revanche, oui, il faut sanctionner tous ceux qui ont ces comportements. Et là-dessus, respect de la règle, je suis conforme, j'ai envie de dire, à ma doctrine, respect de la loi, de chaque côté. Mathieu Souquier. Sur la question des violences policières, on voit bien qu'on régresse. Je mets des guillemets à ce terme. Christophe Castaner, du temps où il était ministre de l'Intérieur, avait été confronté donc au mouvement des Gilets jaunes et aux critiques faites à la répression que les forces de l'ordre avaient donnée à ce mouvement. Et on voit, alors encore une fois, sans polémiquer sur ces sujets, on voit bien que l'opinion avait été d'abord très soucieuse du désordre et même des violences parfois extrêmes qui avaient pu s'exprimer à l'occasion de ces manifestations. Il n'était pas question de laisser le désordre s'installer. Néanmoins, l'opinion avait dans le même temps considéré que la doctrine du maintien de l'ordre avait pu être fautive d'un certain nombre de défaillances. Et Christophe Castaner avait mis quelques semaines, voire même quelques mois, à admettre que le terme de violence policière pouvait mériter examen. Oui, mais alors après... Il y avait eu une ouverture, une forme de brèche, en tout cas une évolution des pouvoirs publics face à une situation qui s'éternisait et qui, encore une fois, posait problème dans l'opinion. Là, on voit bien que Darmanin fait du Sarko. Il ne s'agit plus du tout d'ouvrir le moindre espace en la matière, mais d'être d'une fermeté absolue pour dire non, les violences policières n'existent pas. Encore une fois, il se trompe. Ça n'est pas parce que la police dispose effectivement de la violence légitime en tant qu'institution qu'il n'y a pas parfois des débordements qui ne sont pas que des débordements individuels, mais encore une fois, l'application d'une doctrine qui n'est plus nécessairement adaptée à une situation. Ludovine de la Rochère. Oui, j'aurais 2 remarques. D'abord, je pense qu'il faut resituer cette intervention ou ces interventions de Gérald Darmanin dans une chronologie dans laquelle M. Castaner, et c'est peut-être l'une des multiples gaffes et l'une des raisons pour laquelle il est parti, venait de tenir sur la police des propos qui ont été effectivement extrêmement mal reçus, puisque littéralement, il accusait la police de racisme, de comportement... C'est-à-dire que les organisations représentant effectivement les fonctionnaires de police ne souhaitaient même plus discuter avec leur ministre de tutelle. Et on comprend. Et de fait, la République a besoin d'avoir des forces de police avec lesquelles elle puisse collaborer. Et donc Gérald Darmanin, là, je pense que aussi politiquement, il rame pour renouer du lien avec la police. Alors, mais j'aurais une autre observation, pardonnez-moi, Damien. Il y a quand même, pour revenir à ce qu'on disait, une difficulté vécue par les maires, par les pompiers, par les médecins, par les enseignants. Et ce phénomène-là, je pense qu'il est nouveau. On a malgré tout une ambiance sociale qui est difficile et qui est aussi extrêmement difficile à gérer pour les pouvoirs publics et pour l'exécutif. On entend votre point, Ludovine de la Rochère. Loïc Lecouplier, vous êtes resté en ligne avec nous du syndicat Alliance. Quand vous entendez les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur ce mot de violence policière, je m'étouffe, dit-il. Vous vous dites, voilà, enfin, on replace l'église au centre du village. Écoutez, c'est difficile pour un syndicaliste de dire qu'il est d'accord avec son ministre, mais là, ça va être d'autant plus facile car c'est ce que dit Alliance depuis bien longtemps et bien avant l'arrivée de M. Darmanin à son poste. Il n'y a pas déjà le terme violence policière, moi je le réfute totalement. Je ne comprends pas qu'on puisse dire des violences policières. Il y a un usage de la force par les forces de sécurité, policiers et gendarmes.
Donc c'est encadré, il y a des lois, il y a des textes, il y a des autorités. S'il y a manquement, il y a enquête, et s'il y a des faits où il y a des erreurs qui ont pu être commises, elles seront sanctionnées s'il y a lieu. Pour moi, ce débat, c'est toujours de la sémantique. En ce moment, on est toujours dans la sémantique. On refuse d'appeler les choses telles qu'elles sont. Effectivement, les policiers, dans le cadre de leur mission, peuvent et ont le droit de faire usage de la force légitime. Mais cette force est encadrée et c'est fait pour respecter l'ordre public. C'est fait également aussi pour protéger les citoyens. D'accord, on entend votre propos, Loïc Lecouplier. Vous dites c'est un faux débat, on est dans de la sémantique. Il y a toutefois eu des annonces aussi de fait, globalement, pas sur ce sujet particulier des violences policières, mais des moyens supplémentaires donnés aux fonctionnaires de police. Othman Nasrou, et puis ensuite Mathieu Souquier. Non, mais le problème avec le terme de violence policière, c'est qu'il suppose qu'il y a un système institutionnalisé de violence, et c'est évidemment intolérable d'entendre des choses comme ça, et on l'entend malheureusement beaucoup trop dans le débat public aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on fasse toutes les nuances du monde, mais en réalité, le principal problème qu'on a aujourd'hui, ça n'est pas un problème de violence policière, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici ou là des écarts de conduite qu'il faut sanctionner de manière immédiate et la plus ferme possible. Mais aujourd'hui, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de l'autre côté, il est sur l'application de l'ordre, encore une fois. Et quand on est un policier et qu'on insiste au débat qu'on a aujourd'hui, quand on rentre dans un quartier, qu'on se prend des parpaings sur la tête, je comprends que ça ne soit pas agréable. Et je le dis à un moment en plus où le ministre, plutôt que de faire des déclarations... C'est condamnable. Oui, c'est condamnable. Mais ce qui est scandaleux, c'est criminel et condamnable. aussi qu'on soit là à débattre des violences policières comme si la quasi-totalité de nos forces de l'ordre n'était pas irréprochable. C'est le cas aujourd'hui dans notre pays. C'est un acte criminel, ça n'est pas scandaleux. Tout à fait. Mathieu Souquier, vous vouliez ajouter un dernier mot sur le sujet. N'en déplaise aux représentants des forces de l'ordre, encore une fois, ils représentent des populations qui sont très utiles dans notre République, qui font un métier très difficile, etc. On peut parler de violence policière, non pas quand on a un système d'État, etc. Pas ça. On peut parler de violence policière quand l'usage de la force fait par les policiers sur le terrain n'est pas proportionné à la situation. Et c'est ça qui est parfois mis en cause. Et encore une fois, il ne s'agit pas que de dérapages individuels, il peut s'agir de dérapages individuels qui doivent être effectivement sanctionnés, sauf qu'on sait qu'on a aujourd'hui un système de contrôle qui ne permet pas toujours de sanctionner les faits qui sont avérés. Voilà. On sait que c'est le fonctionnement de l'IGPN qui peut se discuter, mais au-delà des dérapages personnels qui existent, il peut y avoir parfois des doctrines de maintien de l'ordre, encore une fois, qui ne sont plus adaptées à des situations. L'usage des LBD pendant la contestation des Gilets jaunes a occasionné des blessures gravissimes et qui n'étaient pas proportionnées, c'est vrai. Il arrive qu'on se rejoigne. Allez, on en termine là sur ce sujet si vous voulez bien. Et je voulais évoquer avec vous ce matin une évacuation, celle d'un immense camp de migrants à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Une évacuation qui a eu lieu tôt ce matin, entre 1500 et 2000 personnes, principalement des hommes seuls, des personnes évacuées vers des gymnases du département. Les explications sur place de Marianne Murat. L'évacuation est désormais terminée. Elle a commencé très tôt ce matin aux alentours de 4 heures. Les femmes et les enfants ont été évacués en premier. Il est resté ensuite une centaine d'hommes. Certains ont fait de la résistance. Il y a eu des échauffourées avec les forces de l'ordre qui ont finalement réussi à les faire monter dans des bus. Direction plusieurs gymnases d'Île-de-France. Certains vont pouvoir y faire une demande d'asile et attendre la réponse. D'autres vont retourner dans la rue dans les prochains jours. Cette évacuation, elle intervient dans un contexte très particulier. Déjà un contexte sanitaire avec la crise du coronavirus, mais également un contexte sécuritaire. Je vous propose d'écouter le préfet de police de Paris. Ces camps sont terribles car ils sont une catastrophe pour ceux qui y sont en termes de misère, mais ils sont aussi des lieux de violence qui sont très préjudiciables à ceux qui s'y installent. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ensemble de ces processus sont mis en place ce matin. Plusieurs associations étaient présentes, elles ont tenté de sauver des couvertures, des objets, voire des tentes. Leur objectif est de les nettoyer, de les désinfecter pour pouvoir les remettre à la disposition de ces migrants dès qu'ils vont revenir dans la rue. Othman Nasrou, vous êtes le premier vice-président, je le rappelle, LR de la région Île-de-France. Alors, ces évacuations, elles avaient été gelées le temps de la crise sanitaire. Elles reprennent aujourd'hui et on va revoir à nouveau ce phénomène des évacuations et des installations finalement quelques semaines plus tard.
On a l'impression que l'histoire est un éternel recommencement, qu'on a déjà vu cette image 1000 fois et qu'on n'en finit pas. Et en réalité, c'est parce que, encore une fois, c'est tout le problème qu'il faut prendre en charge. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a aussi des camps de migrants. Et moi, la phrase qui m'a interpellé, c'est dans des gymnases d'Île-de-France, puisqu'aujourd'hui, on va mettre ces migrants dans des gymnases et ensuite, il y aura forcément un nouveau camp qui va s'installer et ainsi de suite. Et on les met dans des gymnases parce que nous n'avons plus de place dans nos centres d'hébergement d'urgence, qui sont saturés. Et il n'y a plus de place parce qu'en réalité, nous ne faisons plus suffisamment de reconduite à la frontière. Là aussi, c'est la réalité des chiffres. Moi, je veux bien qu'on regarde à chaque fois les problèmes sur un point de détail, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une politique migratoire qui ne fonctionne plus. Moi, je suis très attaché au droit d'asile. Quand quelqu'un est persécuté dans son pays, qu'on l'accueille dignement, mais de la même manière, quand quelqu'un n'a rien à y faire, il faut qu'il puisse être raccompagné dans des conditions dignes. Mais aujourd'hui, nous ne faisons plus suffisamment de reconduite à la frontière. Nous en faisons moins de 30 000 tous les ans. Donc forcément, tout est saturé. Tout notre système est saturé. Et il y a un enjeu sanitaire dans l'évacuation de ces campements. Mais c'est pour ça que ça n'est pas non plus digne pour ces migrants eux-mêmes. L'Allemand le dit, une des situations sanitaires catastrophiques. C'est de la protection, finalement. Mathieu Souquier, peut-être sur ce sujet, Ludovine de la Rochère. Il y a évidemment une dimension humanitaire, et voilà, il faut traiter le problème. On ne peut pas laisser s'installer durablement un campement avec les difficultés sociales, sanitaires, y compris de violence, bien sûr, qui existent. Et l'histoire se répète souvent beaucoup, puisque on a les mêmes images de façon récurrente depuis un certain nombre d'années. On vit dans un monde ouvert. Alors, je vois bien les difficultés que ça pose, mais on vit dans un monde ouvert. On peut décider qu'on ne vit plus dans ce monde ouvert-là et qu'on referme les frontières, mais on vit dans un monde ouvert où les gens circulent. Tous les gens circulent. Les actifs, voilà, on a effectivement une économie mondiale qui fait que les actifs circulent, qui fait que les étudiants circulent, qui fait que les touristes circulent, qui fait que tout le monde circule, que les frontières sont poreuses. De séjour, des autorisations, ça n'est pas l'anarchie et le non-respect des règles. Encore une fois, à partir du moment où on vit dans un monde ouvert, on sait qu'on s'expose aussi à ces phénomènes de migration-là, qui sont des migrations de la misère qu'on ne sait pas canaliser, qu'on ne sait pas encadrer. Et encore, je mets une nuance même à ce que je dis à l'instant en réalité. Là, par exemple, les chiffres d'accueil de migrants sont aujourd'hui incomparablement inférieurs à ce qu'ils étaient il y a par exemple 5 ans. Quand on a connu un pic, vous voulez dire... Absolument. Donc là, évidemment, on voit ces images et on les voit tout le temps et elles se répètent. On a donc le sentiment, là encore je rebondis sur votre expression de ressenti tout à l'heure, on a donc le sentiment qu'on est confronté à une masse tout à fait écrasante, etc. Il faut encore une fois remettre ça dans l'ordre des chiffres. On n'est pas confronté à une vague migratoire. C'est faux. Les camps de migrants de quelques centaines de personnes qu'on observe, c'est un phénomène relativement limitatif. Ensuite, derrière, on ne sait pas socialement traiter dignement toutes les situations individuelles. Mais on ne peut pas non plus laisser croire qu'on est envahi, submergé par une vague migratoire, que ces quelques misérables, malheureusement, incarnent. Est-ce qu'on examine leur situation individuellement lorsqu'il y a ce type d'évacuation, des demandes éventuellement d'asile, ou est-ce qu'on est en dehors de ce cadre-là, Othman Nasrou ? Oui, évidemment, mais sauf qu'en réalité, les délais sont extrêmement longs, même s'ils ont été raccourcis récemment par des évolutions législatives, parce qu'effectivement, une demande d'asile doit être traitée rapidement. Si elle dure 2, 3, 4 ans, ça ne marche plus, et vous laissez la personne ensuite disparaître dans la nature. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Moi, je ne dis pas que c'est massif. Je dis que le problème va être amené à se reproduire systématiquement parce qu'on a un problème d'ordre et de respect de la loi. Et qu'à partir du moment où on n'assume pas de marcher sur deux jambes, c'est-à-dire, certes, la dignité, mais aussi la sanction, la fermeté quand il faut. Et un migrant qui est entré illégalement pour des raisons économiques et qui n'est pas éligible au droit d'asile doit être reconduit dans son pays d'origine. Ça n'est pas être odieux que de dire cela. Et c'est parce qu'on a renoncé à assumer ce discours aussi que du coup, on ne peut plus accueillir dignement aussi ceux qui se retrouvent dans certains quartiers de Paris, dans des campements de misère. On a renoncé aussi à notre tradition d'accueil. On a pour partie renoncé à cette tradition-là. En raison peut-être d'une opinion que l'on pense défavorable. Jean-Claude Beaujour. J'ai envie de dire, au-delà du constat, on est d'accord sur le constat dans les deux sens. Je pense qu'il faut aussi se poser la question de notre politique étrangère, de la globalisation, où on doit imposer aux pays d'accueil, où on doit aider les pays d'accueil dans la stabilisation, parce qu'on parle bien de migrants économiques, et on sait très bien qu'on peut mettre toutes les politiques en place si on ne maintient pas les gens dans leur pays d'origine, et j'ai le sentiment que les gens ne viennent pas vivre dans des conditions sanitaires, et le préfet allemand a raison, les gens ne viennent pas vivre par plaisir dans ces conditions, ces personnes sont obligées, mais il faut bien que notre politique étrangère, avec nos partenaires européens et les grands pays occidentaux, qu'on aide, qu'on impose, et que l'aide au développement joue à plein, et que cet argent ne parte pas parfois dans des conditions pour le moins suspectes.
Ludovine de la Recherche, sur ce sujet-là, oui, cette tradition d'accueil. C'est vraiment l'un des sujets les plus difficiles qui soit, parce que dans ce reportage, la journaliste évoquait le fait que ce sont tous, une très grande majorité d'hommes seuls. Donc en effet, ce sont des migrations économiques. Et on comprend bien la nécessité et le besoin qu'ils ont personnellement d'aller trouver du boulot et un avenir. Et en même temps, j'enfonce une porte ouverte, on ne peut pas tous les accueillir. On est obligé d'avoir une politique, une volonté politique et de fixer des limites et de prioriser selon les cas. J'ajoute que, si je ne me trompe pas, moins de 10% des décisions de reconduite à la frontière sont exécutées. Donc il y a bien quand même un problème de volonté politique. Ou de priorité peut-être. Vous compariez, monsieur, avec le pic, en effet, il y a quelques années où ça avait été extrêmement impressionnant. Et si vous comparez à un moment historique et tout à fait spécifique et particulier, on n'a plus là de vue dans la durée. Et dans la durée, il y a effectivement un phénomène dans la durée, on en accueille de moins en moins. Mais et dans la durée, encore une fois, on naturalise de moins en moins. Voilà. Enfin, il suffit de regarder la population française pour voir, pardonnez-moi, qu'il y a quand même une évolution qui est extrêmement nette et qui malheureusement va parfois aussi avec... la proportion d'étrangers n'a pas augmenté en moyenne ou en longue durée dans ce pays. Écoutez, je suis pas spécialiste, donc je me garderai, je n'ai pas de chiffre en tête. Si vous vous fondez sur l'observation de la société française, elle change pour partie de visage, mais on parle de personnes qui sont françaises. Donc encore mais une vous fois, ne pouvez pas dire que notre pays a renoncé à sa tradition d'accueil. C'est un propos que moi je ne le partage pas du tout. Si vous voulez. Aujourd'hui, en tout cas, sa tradition d'accueil est moins généreuse qu'elle ne l'a été. Excusez-moi, on naturalise 100 000 personnes par an. Je suis moi-même né à l'étranger, je suis arrivé en France, je suis devenu français. Je ne peux pas vous laisser dire que ce pays a renoncé à sa tradition d'accueil. C'est un propos qui a titre personnel me heurte. Dès qu'on a un débat là-dessus, on est tout de suite dans les anathèmes. C'est la raison pour laquelle il faut trouver à la fois le point d'équilibre, puisqu'on a raison, il faut pouvoir recevoir correctement. Absolument. Quand vous recevez les gens chez vous, vous essayez de leur donner le meilleur de ce que vous pouvez. Et en même temps, il faut être vigilant. Je reviens à mon idée, il faut travailler sur les pays d'origine, parce que le problème de ces migrations difficiles ne se vivent pas qu'en France, elles se vivent en Allemagne, elles se vivent en Italie. Et il y a une aux États-Unis différemment, mais aux États-Unis différemment. Et on voit bien que le sujet, c'est comment faire en sorte que des gens de bonne foi, qui sont des êtres humains comme chacun d'entre nous, qui cherchent à survivre, à nourrir leur famille, si elles ne le peuvent pas, eh bien il faut réfléchir plus globalement. On sait par exemple que les problèmes climatiques sont à l'origine de migration de population du sud vers le nord. Et l'engagement de la France, l'aide publique au développement sur notamment le continent africain n'est pas suffisant selon vous? Mais il faut le revoir, il faut réfléchir parce qu'on ne peut pas être les seuls. La politique américaine, on a aussi les Chinois, donc il faut que les uns et les autres réfléchissent à ça. Mais la France l'a littéralement abandonné depuis un certain nombre d'années, et notamment pour des raisons très idéologues qui mettaient extrêmement mal à l'aise tout le monde. Et c'est désolant pour les populations concernées, qui ont manifestement besoin, c'est urgent. On reparlera de ce sujet forcément dans les prochains mois. On en reste là pour aujourd'hui. Je voulais aborder avec vous et vous montrer ce visage qui s'affiche à la une de certains de nos quotidiens. Celui, vous l'avez reconnu forcément, de Gisèle Halimi. Une très jolie photo à la une de l'Humanité aujourd'hui, également à la une de Libération. Une photo prise en 1972. Gisèle Halimi, lors d'une réunion publique, d'un meeting, lors de son combat, le combat pour le droit des femmes. Elle était une avocate engagée, auteure passionnée, immense figure donc pour la lutte des droits des femmes. Libération qui revient longuement sur ce combat et ses avancées. On est en ligne avec Céline Picq. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Votre réaction, bonjour, et que représente pour vous le combat de Gisèle Halimi? Alors je pense que c'était vraiment une féministe. On a tous été très tristes à l'annonce du décès de Gisèle Halimi. C'était une féministe exceptionnelle parce qu'elle s'est battue pour les droits des femmes pendant des décennies. Et je pense que ce qui marque le plus, c'est sa ténacité, son courage politique, le courage de ses convictions, à une époque où, comme aujourd'hui d'ailleurs, les féministes étaient très souvent attaquées d'exagérer par exemple, et il y a surtout 2 procès. Gisèle Halimi était avocate, et grâce à son travail d'avocat, en particulier lors de 2 procès décisifs, elle a pu faire avancer de façon majeure la loi française. Ces 2 procès, on les connaît. Le premier, le procès de Bobigny en 1972,
elle défend une jeune femme qui avait pratiqué un avortement, et là, elle permet de faire évoluer la société, ce qui fait qu'en 1975, nous aurons la loi qui dépénalise l'avortement, et c'est une grande victoire, qui autorise l'avortement dans le pays. Et puis une autre grande victoire de Gisèle Halimi, c'est bien sûr le procès de 1978, où 2 femmes lesbiennes ont été sauvagement violées pendant plus de 4 heures. Dans un camping. Suite à un grand procès, qu'elle gagne à nouveau, ça permettra d'obtenir une loi 2 ans plus tard, en 1980, disant que le viol est un crime, et ça, c'est une victoire qu'on lui doit, et j'ai envie de lui dire merci aujourd'hui pour son engagement vraiment extraordinaire. On entend ce que vous nous dites ce matin, Céline Pic. C'est vrai qu'il y a 2 mots qui reviennent pour qualifier cette vie de Gisèle Halimi, résistante, combattante aussi, parce qu'il y a eu des avancées, des combats gagnés, mais pas forcément tous, loin de là. Enfin, c'est ce que l'on comprend aussi à la lecture de la presse. Et je voulais vous montrer, vous faire réagir à une autre une. C'était hier, celle de la Dépêche du Midi, le quotidien de la presse quotidienne régionale, qui fait sa une sur les féministes, le combat d'aujourd'hui. Peut-être l'avez-vous vu, les féministes vont-elles trop loin, s'interrogent nos confrères de la Dépêche du Midi. Comment réagissez-vous à ce titre et à cette photo? Cette une est extraordinairement réactionnaire. C'est vraiment que le féminisme est une lutte profondément pacifique. On demande à ce que les lois évoluent quand elles sont injustes. On se bat parce qu'1% des violeurs sont condamnés dans ce pays et que c'est une injustice flagrante. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette une, elle sort aujourd'hui en 2020, alors qu'en 1973, on voit une vidéo qui tourne en ce moment où on montre une vidéo de Gisèle Halimi et on lui demande « Est-ce que vous ne pensez pas que vous exagérez ?» Donc vraiment, on est toujours sur les mêmes oppositions. Quand on défend les droits des femmes, on nous accuse, nous féministes, d'être souvent hystériques ou d'aller trop loin. Ces attaques sont ridicules et vraiment, il va falloir qu'on avance sur les droits des femmes pour régler et faire reculer les violences sexistes et sexuelles contre les femmes. Ludovine, merci beaucoup Céline Pic. Vous restez en ligne avec nous, bien entendu. Ludovine de la Rochère, vous êtes présidente de la Manif pour tous. Comment est-ce que vous voyez ce combat porté aujourd'hui par ces militants, ces hommes et ces femmes, pour les droits des femmes? Je pense qu'il y a beaucoup de nuances à mettre. Il y a certains droits qu'il est tout à fait légitime de réclamer. Lesquels, par exemple? Et pour lesquels il faut se battre. Par exemple, tout simplement lutter contre le viol. Il est évident, le viol, les violences sexuelles, etc. Le harcèlement dans la rue. Il est évident qu'il faut se battre. Par exemple, en revanche, il y a d'autres revendications des féministes qui me paraissent tout à fait hors de propos. Par exemple, la PMA sans père et sans motif médical, puisqu'en réalité, seule la femme n'est pas concernée, l'enfant est aussi concerné, l'homme, le père est aussi concerné, et là, elle l'oublie. Mais l'autre élément sur lequel je mettrai de la nuance, ce sont les modalités de combat. Il y a des méthodes, et Mazarine Pinjot l'explique très très bien dans Le Monde, c'est tout à fait intéressant. Alors c'est une tribune de Mazarine Pinjot, effectivement publiée dans les colonnes du Monde, intitulée « Ce mortel ennui qui me vient », et la romancière qui dénonce ce nouveau féminisme, ces nouveaux combats. Elle se fout mère la morale, si je puis dire, et dans certains cas, les méthodes et la manière de faire sont absolument insupportables. Une véritable censure qui s'abat sur la société avec des produits, Ludovine de la Rochère, pour être tout à fait exact, elle condamne des modalités d'action et invite plutôt ces militants à s'engager politiquement, je dirais. Donc, alors, c'est-à-dire que malgré tout, ces militants oublient que la situation des femmes a quand même considérablement évolué depuis des années. On n'est plus du tout à l'époque de Gisèle Halimi, où a commencé Gisèle Halimi. Aujourd'hui, il ne faut pas exagérer. Les femmes peuvent exercer un rôle public dans la société, elles peuvent exercer des fonctions de pouvoir. L'évolution va dans le bon sens sur l'égalité salariale. Les femmes, en principe, sont à peu près libres de leur choix. Donc, il ne faut quand même pas... Il y a une dramatisation que je trouve excessive. Par ailleurs, on parle des féminicides en permanence. Ce qui est dramatique, ce qui est scandaleux, évidemment, mais au sein du couple, il y a aussi des hommes et des enfants qui sont victimes de violences intrafamiliales. C'est vrai. Ensuite, il y a peut-être une question de proportion de la recherche sur ce sujet. Le nombre d'hommes qui en sont victimes est assez important. Étonnamment, d'ailleurs. Mais la domination masculine, ça existe quand même. Alors que la domination féminine, c'est plus difficile. Mais il y a une forme
forme de Céline Pic, vous êtes toujours en ligne avec nous, Céline Pic. Je vous laisse la parole juste pour réagir peut-être aux propos tenus par Ludovine de la Rochère. On va poursuivre ce débat après la courte pause. Très très rapidement sur les modalités d'action, il faut se rappeler que dans les années 70, à l'époque de Gisèle Halimi, les modalités d'action étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Des manifestations, des pancartes. Je me souviens par exemple d'une intervention du MLF qui avait lancé du mouvement lors d'une réunion d'anti-avortement. Donc vraiment des gens qui s'opposaient à l'avortement, et nous réclamions à l'époque mon corps, mon choix. Quant aux avancées que vous citez, l'égalité salariale, elle stagne. Il y aura 20% de maires dans ce pays suite aux élections municipales et 1% des violeurs qui sont condamnés. Donc on a vraiment du travail à faire, et on a exactement les mêmes modalités d'action que les féministes des années 70, pacifiques, et qui manifestent et qui disent haut et fort qu'il faut que ça change et que les droits des femmes avancent, tout simplement. Alors sur l'égalité salariale, on entend ce que vous nous dites, Céline Pic. Ludovine de la Rochère, je vous promets, je vous rends la parole. On fait une courte pause et on revient sur ce sujet des nouveaux combats des féministes. On parlera aussi de la loi bioéthique à l'Assemblée nationale. Avec mes invités dans l'heure des pros, on continue de parler de ces nouveaux combats des militants féministes. Autour de la table, Jean-Claude Beaujour, Mathieu Souquier, Othmane Nasrou et Ludovine de la Rochère. Ludovine, je vous avais promis de vous rendre la parole, que vous puissiez répondre peut-être à Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme, qui est restée en ligne avec nous, Ludovine de la Rochère. Je voulais vous faire réagir donc à ce qui a été dit et à cette tribune. On en a parlé de Mazarine Pinjot, la romancière qui, dans les colonnes du Monde, dénonce ces nouveaux militants féministes. Elle dénonce ces combattants, notamment des réseaux, qui prennent le risque suprême de descendre dans la rue masqués pour hurler des approximations et des contresens, avec le but avoué de détruire psychiquement et socialement des cibles qui sont toutes masculines, blanches et d'un certain âge. Ludovine de la Rochère. Oui, alors j'avais plusieurs observations. La représentante d'Oser le féminisme évoquait les méthodes. Oui. Les méthodes d'il y a 30 ou 40 ans, c'était une époque où les femmes n'étaient pas en politique, n'étaient pas sur les plateaux télé, que sais-je. Et c'est là où il y a une évolution de la situation de la femme qui permet... vous estimez qu'il faudrait être moins virulent, moins violent, parce qu'il y a des droits qui ont été... Elle se caricature elle-même parfois, et je trouve que c'est désolant. Cela étant dit, il y a des actions qui néanmoins sont indispensables. Et par exemple, Alice Coffin, qui a manifesté dans un contexte qui a été très sujet à polémique. Une élue d'Europe Écologie Les Verts du Conseil de Paris qui a pris la tête de la fronde contre Christophe Girard, et en l'occurrence, qui a démissionné de ses fonctions d'adjoint à la ville. Il s'agissait de lutter contre la pédophilie, et je pense que la situation est tellement grave et urgente que aujourd'hui encore, certaines méthodes me paraissent légitimes et se justifient, et là-dessus, je la soutiens. Mais pour revenir à la question féministe à proprement parler, l'égalité salariale, elle progresse, mais surtout, ce qu'il faudrait noter, c'est que la différence de salaire... Lentement, mais la différence de salaire, elle n'est pas entre les hommes et les femmes, elle est entre les hommes et les mères. Et en fait, c'est la question de la maternité et de la vie des mères qui est en jeu, ce que les féministes... C'est-à-dire de la parentalité. En l'occurrence, on parle des hommes et des femmes, donc je parle des mères, MERE. Ça n'est pas dit. En fait, c'est cette situation spécifique de la femme qui est mère qui suscite un plafonnement de son salaire, voire une inégalité. Et si on traite bien le sujet, comme toujours, si on le diagnostique bien, on le traite mieux. Et à propos de la tribune de Mazarine Pinjot, elle me paraît extrêmement juste. Et d'ailleurs, je parlais d'Alice Coffin. Elle disait elle-même, et elle a tenu souvent des propos, sur l'homme blanc hétérosexuel mâle de 50 ans, évidemment, avec une haine et une virulence qu'on entend et qui est insupportable et qui rend parfois ce combat... On entend votre point. Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme. Oui, alors il y a quand même quelque chose qui me dérange, parce que dire qu'on a tout gagné aujourd'hui alors que, comme je vous le disais, on a 20% d'élus maires malgré des listes paritaires dans les villes, les inégalités salariales stagnent. Par rapport à la question des maires, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Il y a effectivement 42% d'écart de salaire dans un couple quand il y a des enfants. Donc bien sûr, c'est la prise en charge des enfants. Et donc la question, et on porte ce combat-là, on voit bien que les pensions alimentaires ne sont pas payées dans 30% des cas, et donc les pères qui n'assurent pas
leur part de travaux ménagers, de travail domestique et parental est encore majeure. 70% des femmes font le travail domestique et parental et ça non plus, ça ne bouge pas. Donc effectivement, nos raisons d'être en colère, elles sont légitimes et elles existent encore. Et 70% du travail domestique et parental, on l'a vu pendant cette période de Covid, ça éloigne les femmes du marché du travail. Et pour ça, il faut demander aux pères effectivement de s'impliquer davantage, de faire leur part et d'en arrêter avec cette représentation sexiste et rétrograde de la famille. Quand on parle de la place du père, bien sûr, nous sommes pour l'obtention de la PMA. La PMA, c'est simplement rectifier une rupture d'égalité en France, qui fait qu'une technique médicale n'est pas accessible selon votre orientation sexuelle. Et je n'entends jamais les opposants aujourd'hui à la PMA s'indigner, par exemple, du fait que 15% des pères n'exercent pas leur droit de visite suite à une séparation, 30% des pères ne payent pas les pensions alimentaires, et ça, on ne les entend pas. Donc, l'argument de l'absence de père est pour moi un argument fallacieux. Aujourd'hui, la PMA est un droit pour les couples hétérosexuels de pouvoir concevoir un enfant avec une FIV, et ce droit ne doit pas être discriminatoire et doit être ouvert aux couples de lesbiennes, tout simplement. Ce n'est pas Alors, vous faites le lien, le pont, si l'on peut dire, Céline Picq, avec le sujet suivant, celui du projet de loi de bioéthique examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Ce matin, Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée justement, était mon invité et il a répondu à ce sujet de la loi bioéthique, les droits et les inquiétudes que cela suscite chez les élus Les Républicains. Il y a un malaise surtout parce qu'il y a un article qui dérange beaucoup. C'est cet article sur le diagnostic préimplantatoire, qui est un article qui est potentiellement très dangereux. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on va demain permettre à un certain nombre de Françaises et de Français de pouvoir avoir une détection systématique d'un certain nombre de maladies, y compris notamment la question de la trisomie 21. Et je crois que ça, c'est une sorte de sélection, de tri des embryons qui n'est pas acceptable. Donc nous demandons de retirer cet article du projet de loi. Ludovine de la Rochère, je me tourne vers vous. J'imagine que vous rejoignez sur ce point, en tous les cas, le président du groupe Les Républicains, Damien Abad. Oui, absolument. Le tri des embryons, le tri des enfants à naître sur la base de leur patrimoine génétique, c'est ce qu'on appelle de l'eugénisme, ce que soulignait Agnès Buzyn elle-même, et c'est inacceptable. Ce serait une marche de plus. On sait déjà aujourd'hui que 96% des bébés diagnostiqués in utero comme étant atteints de trisomie 21 sont éliminés. Et là, on va aller encore plus en amont pour toute PMA. On pourrait faire un diagnostic et éliminer de manière systématique en plus. Donc c'est éminemment problématique sur un plan éthique. Pourquoi vous dites de manière systématique ? Parce que on s'organise, on met en place le dispositif qui permettra d'éliminer, de maximiser l'élimination, j'allais dire, pour plus d'efficacité. Mais comme vous le dites vous-même, aujourd'hui, dans 96% des cas, quand l'enfant est diagnostiqué avec une trisomie 21, les parents font le choix de ne pas le garder. Alors, donc, je ne vois pas la différence. Alors, il y a d'abord une forme, vous avez raison, d'eugénisme lié à des décisions individuelles. Non, mais eugénisme, ça, c'est vous qui employez le terme. Moi, je ne l'emploie pas du tout. En fait. Je considère que si des parents font le choix de ne pas garder un enfant handicapé, c'est leur liberté et c'est une liberté tout à fait respectable. Il y a aussi une forme d'eugénisme collectif dans la mesure où il y a un dispositif en place, et moi qui ai eu des enfants, je peux vous dire que quand il y a un doute sur cette question-là... Pas besoin d'avoir des enfants pour avoir un avis, j'en ai, mais je n'en aurais pas, j'aurais aussi un avis. Oui. Je finis, et je peux vous dire que quand il y a un doute sur cette question-là, la pression est extrêmement forte pour éliminer cet enfant sur la base de « vous êtes irresponsable si vous le gardez ». Et c'est une question très difficile que beaucoup de femmes enceintes vivent, que ce soit sur la trisomie 21 ou d'autres aspects. Et là, on irait donc encore plus loin, sélection sur la base du patrimoine génétique. Pardonnez-moi, mais c'est sur un plan éthique stupéfiant. Mais si je vous suis, en fait, le progrès consisterait en fait à garder à ce que l'ensemble des parents qui sont confrontés à cette terrible situation l'eugénisme n'est pas un progrès, c'est certain. Oui, mais l'eugénisme n'est pas un progrès. Là, c'est l'État. Non, mais ce qui est particulier, encore une fois. C'est particulier. C'est l'État qui met en place le dispositif et c'est ce que je conteste. Et encore une fois, c'est pas que je parle d'eugénisme, c'est qu'il est un fait que c'est un tri des enfants à naître. L'État n'impose rien, mais donne un cadre.
il met en place un cadre, et je peux vous dire que ce cadre, et c'est pour ça que je disais, je l'ai vécu, il met un cadre qui est très incitatif et qui, en termes de liberté, de temps de réflexion, etc., est difficile à vivre. Alors, Othmane Nasrou, sur ce sujet du projet de loi bioéthique. On voit déjà qu'il y a même un désaccord entre le gouvernement et sa majorité, puisqu'il y a un certain nombre d'évolutions qui ont été apportées en commission et qui interpellent. Et c'est vrai que cette question des diagnostics préimplantatoires pose question, pas simplement sur la question de la trisomie, pour laquelle il y a déjà aujourd'hui on va dire un dispositif qui est en place avec les marqueurs sériques, etc. Mais en réalité, parce que demain après-demain, on pourrait l'ouvrir sur d'autres critères différents. Et là, ça pose une question. Et quand on entendait Madame Pic à l'instant, effectivement, au nom de l'égalité, c'est vrai que moi, ma principale préoccupation, c'est la question de la gestation pour autrui, que je refuse formellement pour tout un tas de sujets qui tiennent à la marchandisation du corps humain. Et je crois qu'il y a un consensus plus large sur cette question du refus de la GPA dans notre société, parce que ça pose des questions différentes. Mais je ne vois pas en quoi, dans le texte qui est prévu aujourd'hui, on ne va pas se retrouver avec une GPA dans quelques mois. Et donc, il faut toucher à ces sujets-là avec la main qui tremble. Alors justement, et je ne suis pas certain que le texte tel qu'il soit arrêté aujourd'hui soit suffisant. Céline Pic, vous êtes restée en ligne avec nous. Vous écoutez le sujet, cette déviation vers la GPA. On l'entend beaucoup, cet argument, dans les rangs de l'opposition, dans les rangs des opposants à ce texte de loi. Est-ce qu'il est justifié ? Non, il n'est pas justifié. On parle de choses qui n'ont strictement rien à voir. La PMA, c'est un don de gamètes qui est déjà autorisé depuis 1982 et on veut simplement l'étendre des couples hétérosexuels aux couples homosexuels, aux lesbiennes. Après, je vais vous dire quelque chose de très simple. Si vous n'avez pas d'utérus, vous ne pouvez pas avoir d'enfants et nous sommes à Oser le féminisme complètement opposés à la GPA parce que c'est la marchandisation du corps des femmes et c'est complètement contraire aux principes pour lesquels nous luttons et je pense que vraiment ça n'a strictement rien à voir. Oui, on entend votre argument, c'est un épouvantail pour vous. Alors, Ludovine de la Rochère. Madame Pic disait la PMA est un don de gamètes. Absolument pas. Alors d'abord, la PMA, elle n'est pas... Je reviens sur ce que vous aviez dit avant de reprendre. Mais la PMA, ça n'est pas un droit pour les hétérosexuels. Absolument pas. C'est quand on a une pathologie de la fertilité, qu'on en connaisse la cause ou pas, on constate une infertilité. Et à ce moment-là, donc c'est un couple homme-femme, par définition, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sexuellement parlant. C'est pas le sujet du médecin. Simplement, on constate une infertilité et alors ils ont accès à la PMA. Que je sache, au regard de la procréation, la situation du couple homme-femme ou du couple de femmes ou de la femme seule est absolument différente. Et d'ailleurs, Agnès Buzyn et d'autres n'ont cessé de dire que ce n'est pas une loi d'égalité. Il n'y a pas de question d'égalité quand la situation des uns et des autres est tout à fait différente. Et pour en revenir au couple de femmes et à la femme seule, ce serait une PMA avec don de sperme, effectivement. Mais pour le couple homme-femme, il n'y a de don de sperme ou de gamètes que dans 3,5% des cas. Donc je pense qu'il faut que vous révisiez ce qui concerne et ce en quoi consiste la PMA. Et quant à la PMA sans père et à la GPA sans père, elle crée les conditions de la GPA. C'est-à-dire qu'on crée une filiation fictive, puisqu'on prétend qu'un enfant n'a qu'une mère en tout et pour tout, ou deux mères, ce qui n'est pas possible. On utilise la médecine qu'on détourne de sa finalité, ça n'est plus pour une pathologie. On utilise les moyens de la sécurité sociale. On est dans la marchandisation des gamètes. Tous les pays qui ont la PMA le pas vers la GPA, et on crée toutes les conditions pour la gestation pour autrui. Alors c'est vrai, dans la gestation pour autrui, il y a en plus l'allocation de la femme. C'est vrai, et c'est d'autant plus scandaleux. Sauf que vous savez bien, madame, que déjà, il y a des personnes comme Marc-Olivier Fogiel, pour ne citer que lui, qui prétendent que les mères porteuses s'épanouissent en portant un enfant pour des commanditaires. Allez. On crée les conditions et on s'en reparle dans quelques années et vous aurez vu... Céline Pic, et pour conclure sur le sujet, s'il vous plaît. Céline Pic, allez-y. Je pense que les associations féministes entrent au créneau pour s'opposer à la GPA parce que c'est une marchandisation du corps des femmes. On ne peut pas louer une femme pendant 9 mois. Bien sûr. Et ça n'a strictement rien à voir avec la PMA. Mais une femme ne peut pas non plus attendre d'enfant sans homme. Quand même, au passage, je le rappelle, ça ne dépend pas que de la femme de concevoir un enfant. Et d'autre part, madame, vous découvrirez ce que c'est que de combattre et de s'opposer à des personnes qui veulent du no-limite. Vous verrez comme c'est difficile et beaucoup plus difficile que tout. Mathieu Souquier, pour conclure sur ce sujet. Juste, en fait, on voit que ces questions sociétales, à un instant T, bien souvent, elles clivent. Il n'y a pas de majorité, etc. Et c'est souvent, en fait... Pas de majorité, c'est-à-dire dans... Pas de majorité dans l'opinion. On l'a vu en fait à chaque fois qu'on a évolué sur l'IVG, puisqu'on parlait de Gisèle Halimi il y a quelques minutes, en fait, sur l'IVG, au début des années 70, la majorité de la population française y est opposée.
en réalité. Et même quelques mois seulement avant le vote de la loi, en fait, la majorité des Français n'en veut pas de l'IVG. Et à partir du moment où la loi Veil est votée, en réalité, dans les mois qui suivent, très rapidement, en fait, l'opinion se convainc que la nouvelle norme qui a été édictée correspond en fait, aux attentes sociales. On a eu exactement le même mouvement avec le Pacs et ensuite le mariage pour tous. Et on l'a en fait aujourd'hui avec la PMA. On voit qu'au cours de ces dernières années, l'opinion française s'est considérablement libéralisée sur ce sujet et est désormais très majoritairement favorable à la PMA. Les choses évoluent. Et je ne veux pas du tout ouvrir le débat sur la GPA, mais il est vrai que la grande majorité des pays n'ont pas aujourd'hui adopté la GPA. Il n'empêche que certains l'ont fait. Et ce sont des pays qui sont tout à fait comparables aux nôtres. Et donc aujourd'hui, on a quand même des gens qui voyagent pour de la GPA. Et la question va être posée très probablement à tous les autres pays dans les prochains mois ou les prochaines années. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de vouloir que le texte adopté mette suffisamment de garde-fous. La représentante qui n'est pas le cas aujourd'hui. marque bien la césure entre ce qu'est la PMA aujourd'hui et ce que serait la GPA. Mais il y a un texte qui est voté aujourd'hui à l'Assemblée. Il y a un texte qui est voté sur lequel on peut demander à ce qu'il y ait des garde-fous. Et très clair, à la fois en matière de sélection des embryons par rapport à ce diagnostic préimplantatoire, mais également par rapport à la gestation pour autrui. Parce que je ne vois pas ce qui empêchera demain un couple d'homosexuels hommes de venir demander eux aussi l'accès à une technologie qui leur permette la procréation. Je dis juste qu'il faut que nous encadrions les choses. Et votre argument qui consiste à dire la société s'adaptera, je suis désolé, c'est un peu léger. La question c'est quel projet de société on veut. Othman Nasrou, quand vous entendez le Premier ministre Jean Castex, issu de votre famille politique, alors il y a certes une liberté de vote sur ces sujets-là, notamment sur ces sujets de société, la GPA, c'est notre ligne rouge. Il le dit à l'Assemblée nationale. C'est pas de nature à vous rassurer ? Non. Pas du tout, parce qu'encore une fois, ce qui aujourd'hui est dit, je ne sais pas ce que ça donnera dans quelques années. Et je sais aussi qu'il y a des évolutions législatives Mais pardon, je vous rappelle que quand on a eu le débat sur le mariage pour tous, certains disaient la PMA jamais. On y est aujourd'hui, et encore une fois, si c'est encadré, il faut qu'on rentre dans le détail des textes. Et quand on touche à ces sujets-là, il faut le faire avec la main qui tremble. Et moi, je me méfie beaucoup de ceux qui ont des certitudes absolues sur ces sujets qui touchent au secret de la conscience de chacun. Il faut quand même avoir beaucoup d'humilité dans la démarche et qu'on ne m'explique pas simplement que l'opinion publique va s'adapter. Je dis juste que la GPA, c'est effectivement une ligne rouge. Je demande à ce que le texte qui est en débat aujourd'hui à l'Assemblée, soit très équilibré et respecte et mette suffisamment de lignes rouges précisément sur ce sujet-là. La parole du Premier ministre, malheureusement, sur un sujet aussi profond, ne me suffit pas. Jean-Claude Beaujour, on ne vous a pas entendu sur ce sujet, le droit de l'affiliation sexuelle. Juste un mot pour dire qu'effectivement, la société évolue et qu'il faut s'adapter. Moi, je crois que le problème que nous avons, c'est que c'est un problème éthique tellement profond qui touche à notre société qu'il est difficile de dire c'est blanc ou c'est rouge. Je constate simplement que même aux États-Unis, vous avez 50 États, vous avez 50 législations avec des géométries extrêmement variables, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ligne X que l'on pourrait déterminer et que, pour moi, le deuxième risque, c'est la raison pour laquelle, si effectivement, j'ai aussi beaucoup de questions et je doute sur un certain nombre d'aspects du problème. Là où je conçois qu'il faille encadrer correctement, c'est qu'en réalité, si on n'encadre pas, les gens partent à l'étranger. Et il faut savoir qu'un bébé aux États-Unis, on vous facture entre 50 et 120 000 euros. Donc c'est aussi un commerce d'argent en toutes circonstances et que finalement, ça n'est pas une solution de laisser partir des femmes qui iraient aux États-Unis ou ailleurs. Donc j'entends ce que vous me dites, Mathieu Souquier également, quand vous dites qu'il n'y a pas une majorité claire sur ces sujets de société. Pour autant, Ludovine de la Rochère, on a le sentiment qu'il y a moins d'opposition. En tous les cas, dans la rue, vous n'avez pas réussi à mobiliser comme vous aviez pu le faire sous le quinquennat de François Hollande pour la manif pour tous. Nous avons lancé 2 manifestations nationales qui ont été massives. Ce sont les plus importantes de toutes les manifestations qui ont eu lieu depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors des manifestations qui ne sont pas violentes et qui sont pacifiques. Elles peuvent avoir malheureusement du coup un peu moins d'écho médiatique et politique, mais néanmoins elles ont été extrêmement importantes. On entend vos arguments et d'ailleurs vous êtes présente ce matin pour les faire. Absolument, vous avez tout à fait raison et en fait c'est très différent d'un média à un autre. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur les sondages, quand on demande aux Français, parce que le premier concerné par la PMA, vous en conviendrez, c'est l'enfant. Et quand on pose aux Français la question de l'enfant, c'est l'enfant. Il naît de la PMA. Ça le concerne encore davantage que l'adulte, c'est toute sa vie qui en dépend. Et bien quand on demande à l'enfant... l'adulte, je comprends pas pourquoi il y a d'ailleurs
un classement à faire. Ça concerne l'enfant, évidemment, mais ça concerne aussi l'adulte. L'enfant né de la l'enfant PMA. davantage que l'adulte. L'enfant né de la PMA, et donc c'est toute sa vie qui, mais ça qui concerne est là. autant le parent que l'enfant. Non, mais un enfant ne vit pas toute sa vie avec ses parents, etc. Mais quand on pose, et c'est fondamental, aux Français la question de l'enfant né par PMA, 85% des Français, aujourd'hui, et de manière d'ailleurs très régulière dans les sondages, disent que l'enfant né par PMA a le droit d'avoir un père et une mère. Ce que je voulais dire par là, c'est que la question des sondages, elle est complètement relative selon la manière dont vous posez la question. Et donc, ce qui serait intéressant sur un plan éthique, c'est de rester véritablement sur le fond des sujets. Est-il légitime d'effacer sciemment des pères ? Vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure la question de l'autorité. Eh bien, c'est peut-être une question qui va avec aussi. Il y a l'autorité de la mère, mais il y a aussi celle du père. Et elles sont différentes. Et sans doute, l'enfant a-t-il besoin, si possible, des deux, bien entendu. Mais je voudrais aussi, une dernière chose, dire que dans le projet de loi de bioéthique, il y a bien des pratiques eugénistes. Vous pouvez le nier, mais c'est un fait. Il y a, avec ce tri embryonnaire, la PMA sans père, éventuellement une double filiation maternelle. La question de la GPA est abordée dans le texte. Donc, vous voyez, ils disent, Jean Castex dit ligne rouge, mais en réalité, la GPA est bien abordée. Et dans 2 articles, il y a aussi les embryons transgéniques, les embryons chimériques et bien d'autres lignes rouges qui seraient probablement et malheureusement franchies. Un dernier mot, il nous reste. Et j'espère arriver à. Il nous reste peu de temps et encore beaucoup de thèmes à aborder. Les sondages ne manipulent pas l'opinion. C'est pas ce que j'ai dit. Les sondages permettent juste à un instant T, en fait, de vérifier ce qu'est l'état de l'homosexualité. Juste un dernier chiffre. C'est pas ce que j'ai dit, c'est juste qu'il faut voir l'ensemble des sondages. Au début des années 80, 20% de la population française pensait que l'homosexualité était une maladie. Voilà. Aujourd'hui, vous posez la même question. La statistique n'est pas du tout la même. Juste les mentalités évoluent. Le rapport à l'autre, le rapport à soi, le rapport à son corps, le rapport à la religion, le rapport à l'ordre social, tout ça évolue et on n'est effectivement plus en 1974. Il y a une évolution. Il y a d'ailleurs aussi au passage un matraquage culturel et médiatique. Mais en tout cas, pour ce qui est de la PMA sans père, il faut regarder la déchristianisation de la société française n'a rien à voir avec un matraquage culturel. En fait, voilà, c'est une évolution de la société. On s'est affranchi de ce qu'a été plus large. Mais en l'occurrence, les questions sociétales dont on parle correspondent bien à cela, en fait. Voilà, mais pas du tout. L'ordre social et l'ordre familial a évolué en s'affranchissant notamment des règles que imposé par l'Église, mais c'est la réalité de l'humanité. Il faut allumer une Mathieu Souquier, Ludovine de la Rochère. On en reste là sur ce sujet. Je remercie également Céline Picq, porte-parole d'Oser le féminisme. Vous êtes resté en ligne avec nous pour intervenir sur ce sujet, le projet de loi bioéthique qui est toujours en cours d'examen à l'Assemblée nationale avec un vote prévu vendredi en toute fin de journée, peut-être ce week-end. Merci beaucoup Céline Picq. Je voulais débattre avec vous de ce sujet qui va concerner bien entendu tous les Français puisqu'on parle à la fois de relance, d'emploi et d'économie, mais aussi de boulangerie, de petits pains au chocolat en quelque sorte. Tous les jours, l'ouverture des boulangeries, c'est ce que demande le sénateur Les Républicains de l'Oise, Jérôme Bachir. Vous êtes en ligne avec nous et vous avez rédigé une proposition de loi, c'est très sérieux, visant à donner la possibilité aux boulangers d'ouvrir tous les jours partout en France. Ce sont nos confrères du Parisien qui mettent en avant votre initiative que vous voulez, cette proposition de loi, inclure au projet de relance qui sera présenté à la fin de l'été par l'exécutif. Oui, c'est effectivement l'idée, parce que, en fait, on sait très bien que les propositions de loi d'origine parlementaire ont du mal à aboutir, surtout quand vous n'êtes pas dans la majorité. Et donc, il faut trouver un texte pour le mettre, et le texte de relance me paraît totalement approprié. Il s'agit d'un vieux texte, c'est 1929, qui interdit aux boulangers de travailler 7 jours sur 7. Et c'était notamment pour des raisons d'hygiène, pour qu'on puisse nettoyer les boulangeries, éviter les rats, etc., etc. Et donc, on peut estimer peut-être qu'au XXIe siècle, à l'heure où les supermarchés ouvrent 7 jours sur 7, où Internet est ouvert 24 heures sur 24, on peut peut-être autoriser les boulangeries traditionnelles à être ouvertes 7 jours sur 7. Ça ne me paraît pas un vrai scandale. Quel écho a reçu votre proposition de loi ? Alors, elle est co-signée par plusieurs de vos collègues au sein du groupe Les Républicains. Collègues, oui. Alors, est-ce que ça transcende les clivages partisans ?
Je l'espère. La tradition, c'est que nous proposions nos PPL dans notre groupe parlementaire, ce que j'ai fait. Donc plus d'une cinquantaine de parlementaires l'ont déjà signé et d'autres se joindront évidemment. Je pense que la majorité sénatoriale notamment l'apportera. Mais je crois que c'est pas un sujet et de droite ou de gauche. C'est un vrai sujet de relance. Au moment où on dit que les centres-villes dépérissent, au moment où on parle de la concurrence, et on l'a bien vu au moment du confinement, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis maintenant sur Internet avec vous, et je vous en remercie. On voit bien qu'il faut un peu moderniser notre économie et relancer de l'emploi. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires fait par exemple les supermarchés sur le pain est important dans de nombreuses communes, les petits supermarchés, parce qu'ils arrivent à être ouverts 7 jours sur 7, parfois juste le dimanche matin et pas tout le dimanche toute la journée. Mais les boulangeries traditionnelles, elles ne le peuvent pas. Donc c'est une perte de chiffre d'affaires, c'est une perte d'emploi de proximité, même j'allais dire d'emploi à mi-temps, s'il faut juste le faire. Il faut ouvrir toutes les portes. Le problème économique aujourd'hui, c'est qu'on n'offre pas assez d'emplois parce qu'on a trop de contraintes. Et donc, il faut un peu libérer les contraintes de 1929. Mais Jérôme Bascher, on vous entend, vous dites espérer que cette proposition de loi soit reprise par l'exécutif à l'occasion de l'examen du plan de relance. Mais on entend un petit peu dans cette proposition de loi le refrain cher à Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, certes, libérer ou libéraliser encore un peu plus peut-être le code du travail. Il y a quand même une idéologie derrière tout cela. Alors, c'est pas qu'une idéologie. Vous excuserez mon métier de départ qui est statisticien économiste. Il y a augmenter ce qu'on appelle la croissance potentielle. Et augmenter la croissance potentielle, c'est augmenter le nombre d'heures travaillées. Pour augmenter le nombre d'heures travaillées, il faut... et c'est ce que défend la ligne des Républicains, il faut travailler plus. Travailler plus, c'est l'âge de la retraite reporté, c'est aller peut-être au-delà des 35 heures, et c'est laisser plus de temps au travail dans différentes modalités. Que ce soit d'ailleurs le télétravail, comme ça peut être effectivement d'ouvrir un peu plus les plages horaires. Donc voilà, c'est cette idée fondamentale qui est d'augmenter la croissance potentielle de la France, qui est aujourd'hui à 1,2%, ce qui est l'une des croissances potentielles les plus faibles d'Europe, parce que nous ne travaillons pas assez. C'est tout simplement cette idée-là économique, macroéconomique, qui se décline sur le terrain grâce à mes rencontres avec des boulangers de chez moi, tout simplement. Et je me tourne vers Mathieu Souquier. Mathieu Souquier, ce que nous dit le sénateur de l'Oise, Jérôme Bascher, c'est qu'effectivement, il faut ouvrir toutes les portes et les fenêtres pour tenter de maintenir, de susciter de l'activité économique. Les chiffres du chômage sont très inquiétants, même s'il y a des signaux qui passent au vert pour certains secteurs, certaines entreprises. Mais c'est tout à fait louable, effectivement, de chercher toutes les options qui permettent d'intensifier la relance. Donc là, effectivement, l'idée, c'est de travailler plus pour relancer plus. Aucun sujet n'est tabou. On est confronté à une situation économique et sociale telle que toutes les solutions peuvent être mises sur la table. Oui, c'est pour ça que je voulais en parler. Mais ce n'est pas qu'anecdotique. Mais alors, je ne dis pas du tout que c'est anecdotique. En revanche, on voit bien quand même qu'il s'agit, vous parliez tout à l'heure des fenêtres par lesquelles on rentrait, on voit bien qu'autour de cette idée du travailler plus, on essaye depuis quelques semaines de rentrer un peu par toutes les fenêtres ou par toutes les portes. La première salve avait été lancée par une étude de l'Institut Montaigne qui prenait tout simplement ça. En fait. La réponse à la crise consistait à supprimer une semaine de vacances à la Toussaint, à augmenter le nombre d'heures chaque semaine, etc. etc. Donc, oui, le MEDEF d'ailleurs aussi a appuyé. C'est ce que j'allais dire. Juste après, Geoffroy Roux de Bézieux a considéré qu'il était juste et approprié, alors que les premiers tours de chauffe syndicaux démarraient, en fait, de mettre aussi ce sujet sur la table. Il s'est pris une baffe immédiatement et donc il a rangé son sujet dans sa poche. Et là, ça ressort. Encore une fois, tout est possible, tout est imaginable. Tout peut se mettre, tout peut s'inscrire à l'agenda social et faire l'objet, en fait, d'une négociation avec les partenaires sociaux. Mais la question sera quand même posée de savoir comment on construit une relance qui soit tout à la fois écolo, on en a déjà parlé, mais aussi juste en termes d'efforts, en termes de répartition de l'effort. Et là, rentrer encore une fois par le simple fait. Alors, vraiment, c'est petit bout de la lorgnette, c'est les boulangeries en espérant ensuite faire tache d'huile. Je ne suis pas sûr que ça corresponde à une réponse qui soit à la mesure. Ouais. Juste une dernière chose, puisque monsieur est par ailleurs économiste, il sait sans doute par ailleurs que le travailleur français est un des travailleurs les plus productifs au monde. Donc on peut raisonner en termes de temps de travail à l'année, mais on peut aussi raisonner en termes de qualité du travail effectué. Jean-Claude Beaujour, je vous donne la parole dans un tout petit instant, mais on est aussi en ligne avec Éric Meillard. Vous êtes justement gérant d'une boulangerie La Huche à Senlis et justement c'est
un peu de votre faute si le sénateur de l'Oise, en quelque sorte Jérôme Bachet, a rédigé cette proposition de loi. C'est bien cela. Vous ne pouvez pas ouvrir, travailler 7 jours sur 7 et vous le souhaiteriez. Vous pourriez embaucher si c'était le cas ? Bonjour. Alors nous, on pourrait sûrement embaucher. On a l'exemple du Covid où on nous a demandé de rester ouvert 7 jours sur 7. Ça nous a permis de ne pas perdre d'emploi, de créer des boulots de jeunes. On a embauché 2 migrants qu'on a formés en boulangerie. Donc ça, c'est un exemple très concret. Nous, on prêche pour la liberté, pour avoir le choix. Donc on peut ouvrir, on ne peut pas ouvrir. C'est à chaque boulanger de décider. Il faut laisser les Français qui veulent travailler pouvoir travailler. C'est ça le raisonnement de base. On a suffisamment de charges et d'investissements qu'on peut amortir sur 7 jours. C'est pas tellement difficile de comprendre que ça s'amortit plus sur 7 jours que sur 6 jours. Mais Éric Meyer, pour bien vous comprendre, parce que on pourrait se dire allons-y, mais certains s'inquiètent de l'ouverture ce 7e jour, estimant que cela favorise plutôt les grosses structures, les enseignes de chaînes notamment, qui peuvent justement éventuellement embaucher et répartir la charge sur différents lieux de production, sur différentes boulangeries en l'occurrence. Le petit boulanger, s'il veut, en campagne, il n'ouvrira pas, il sera avec sa femme, il continuera son chiffre d'affaires. Mais par contre, moi qui suis dans des villes moyennes, j'ai à moins de 500 mètres ou 1 kilomètre, 4 grandes surfaces auxquelles on ne pose pas la question, qui sont ouvertes. Donc pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas la liberté ? Est-ce que vous croyez que dans les pays étrangers qui ont de la croissance, qu'on favorise l'emploi, on les bride, on leur dit vous n'êtes pas ouverts, interdiction d'ouvrir. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. On vous entend bien, on devine vos yeux, mais on vous entend bien. En tous les cas, le message est bien passé. Jean-Claude Beaujour, ce désir, entre guillemets, de liberté, de travailler plus, on peut l'entendre quand on vit une crise difficile, une crise sociale, qu'on annonce en plus d'ampleur à la rentrée dans les prochains mois. Je ne vous surprendrai pas en vous disant il faut faire attention à ne pas se précipiter en prenant de fausses solutions à un vrai problème. Parce que derrière... Pour vous, c'est une fausse solution. Attendez, j'y arrive, je vais jusqu'au bout de mon propos. Non, je pense qu'il faut laisser, parce que nous ne sommes pas boulangers, il faut laisser aux boulangers le soin de dire ce qu'il convient le mieux pour leur profession, mais j'attire l'attention sur une chose. Il me semblait... On comprend que les avis ne sont pas toujours les mêmes. Non, mais il me semblait que l'obligation de fermeture était liée... autorisée par l'obligation de fermeture et organiser tout cela par la préfecture était liée au fait qu'on s'attachait à ce qu'il y ait un jour de repos. Il me semblait. Et j'y vois un intérêt, c'est qu'effectivement ce sont des métiers difficiles et organiser le marché pour qu'il y ait un jour de repos en semaine est une bonne chose. Si on me dit que ça n'est pas le cas, je veux bien, mais attention à ce qu'à mettre nos concitoyens dans des conditions de travail telles qu'après on en arrive au congé de maladie, on en arrive à un système hospitalier qui est effectivement mis sous tension parce qu'il y a des effets secondaires. Je dis attention à ce que dire on travaille au maximum et les choses iront mieux. En revanche, oui, j'ai aussi entendu qu'il y a des charges qui sont énormes, qu'il y a des conditions pour les artisans de travail qui sont difficiles. Peut-être faut-il aussi revoir la manière dont on travaille et comment organiser notre système fiscal pour que les plus petites unités soient les moins pénalisées. Othmane Nasrou et Ludovine de la Rochère, je vous donne la parole dans un instant. Je me retourne vers vous, Éric Meyer. Vous souhaitiez réagir à ce qui a été dit en plateau. Le problème de l'emploi ne sera pas résolu en embauchant des polytechniciens, mais que nous, dans nos boulangeries, on offre des petits emplois qui sont bien payés si les gens travaillent. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, il ne faut jamais l'oublier. Et le Français, tous les matins, il est content d'aller chercher son pain tous les jours. Donc ça, c'est du pratico-pratique. 1 emploi, 2, qu'est-ce que veulent les Français ? Oui, et c'est de l'emploi qui, a priori, n'est pas délocalisable si facilement que cela. Othmane Nasrou, sur ce sujet de l'ouverture des commerces le dimanche, c'est un sujet... alors, c'est possible dans certaines zones, les zones touristiques. Est-ce qu'on peut libéraliser un peu plus ? C'est pour ça que cette proposition n'est pas anecdotique. Évidemment qu'elle ne fera pas la relance simplement du pays, mais derrière, il y a un message et un état d'esprit. Et moi, je suis toujours... Non, mais la politique, ce sont aussi des symboles. On se souvient du plombier polonais qui a fait peur à un moment donné en France. Bon... Il y a la boulangerie du dimanche. C'est pour ça que la réponse pour moi est très claire. On a eu ce débat sur les zones touristiques qui a été aussi un débat du même ordre, où certains voulaient effectivement nous expliquer qu'on ne pouvait pas fonctionner comme d'autres pays, qu'on ne pouvait pas se faire confiance au libre arbitre des agents économiques. Moi, si les boulangers veulent ouvrir le dimanche, ça ne me pose aucune difficulté. Et je crois vraiment que sur ce type de débat, on ne peut plus faire l'économie de ceux qui veulent nous faire croire cette logique, vous savez, un peu malthusienne, que l'économie, ça se partage, et qu'en réduisant même le temps de travail, parce qu'on a ce débat-là aussi qui arrive de l'autre côté de l'échiquier politique, on entend à nouveau, j'entends beaucoup chez les Verts par exemple, qu'il faut réduire le temps de travail
travail, parce que le travail, ça se partage. Moi, je ne le crois pas. Et je crois que quand on a effectivement des boulangers qui sont prêts à travailler le dimanche, je crois qu'il faut les laisser faire. Et je crois qu'il faut qu'on accepte de lâcher prise. Certains diraient de libéraliser. Je sais que le terme dans notre pays est extrêmement connoté. Mais moi, j'assume de dire qu'aujourd'hui, effectivement, le curseur, il faut le mettre davantage du côté de la liberté que du côté de la réglementation, parce qu'on est dans un pays où on pense qu'il n'y a pas un problème qu'une réglementation ne saurait régler. Et je crois qu'aujourd'hui, on est allé un peu trop loin dans la réglementation et pas assez dans la liberté, et notamment la liberté économique. Allez, Ludovine de la Rochère, puis Mathieu Souquier. Écoutez, alors moi je rejoins ce que disait Mathieu Souquier, ça ressemble fort à un prétexte. C'est-à-dire que sous prétexte de la relance, et pardonnez-moi, c'est pas le secteur de la boulangerie qui va changer la donne. Non, mais on comprend l'enjeu derrière cela. Oui, mais ça ressemble quand même, en tout cas en écoutant monsieur le sénateur, ça ressemble un tout petit peu à un prétexte. On sait que c'est une revendication qui existe depuis des années, qui va dans un sens ultralibéral. Les syndicats y sont très opposés et je les rejoins aussi. Il me semble que des jours fermés commun à tous, puisque là, en l'occurrence, on parle plus particulièrement du dimanche, c'est fondamental pour la société, pour la famille, pour les uns et pour les autres, pour se retrouver tout simplement. Et cette forme d'encadrement, elle me paraît très positive dans le moyen et dans le long terme pour la société. Mathieu Souquier. Effectivement, l'argument n'est pas qu'économique et invoquer une réglementation, une bureaucratie excessive, etc. Je pense que c'est pas le bon argument. On est tous schizophrènes. Monsieur représentant des boulangers a raison. On a tous envie de pouvoir acheter du pain ou des croissants le dimanche. Mais on a tous envie aussi de passer du temps en famille. Et on ne peut pas passer du temps en famille si on a un frère, un père, etc., qui est boulanger. Donc la chose est complexe. Il faut trouver le juste équilibre dans notre organisation collective qui fait la part effectivement à un certain nombre de besoins économiques, mais aussi des besoins sociaux et d'équilibre social. C'est tout à fait fondamental. Jérôme, quoi qu'on fasse de son dimanche. Jérôme Bachet, sénateur LR de l'Oise, vous êtes resté en ligne avec nous, vous écoutez ce qu'il se dit sur le plateau. Est-ce que vous avez peut-être déjà eu un retour de Bercy, du côté du ministère de l'économie et des finances? Est-ce que vous pensez avoir une oreille attentive? Une oreille attentive. Je ne sais pas jusqu'où ira l'attention du gouvernement aux propositions parfois de ses oppositions. Mais oui, j'ai eu évidemment des contacts avec le ministère de l'économie et des finances que je connais plus que bien. Mais il a été dit des bêtises sur votre plateau. Ce n'est pas l'ouverture le dimanche. L'ouverture le dimanche, elle existe déjà. C'est le 7 jours sur 7. C'est le 7 jours sur 7. Vous avez raison. Mais le 7 jours sur 7 amène au dimanche, notamment. Vous avez raison, monsieur le sénateur. C'est vrai que le 7 jours sur 7 est différent d'une ouverture de midi. N'importe quoi. Le sujet, la plupart des boulangers sont ouverts le dimanche matin. Le sujet, c'est que toutes les grandes surfaces aujourd'hui le sont 7 jours sur 7. Et c'est scandaleux. C'est la même chose. Vous pouvez dire que c'est scandaleux. On peut avoir des avis on a commencé avec les grandes surfaces. Mais on vous écoute. Le vrai sujet, c'est effectivement de mettre une concurrence égale aujourd'hui chez les petits artisans. On n'arrête pas de se plaindre que les centres-villes se meurent, que nos artisans se meurent, et on ne leur laisse pas la liberté. Et je dis bien la liberté. Aujourd'hui, c'est des contraintes. Tout est fermé par une loi de 1929. 1929, peut-être on peut estimer qu'au XXIe siècle, on peut travailler 7 jours sur 7, sachant qu'on travaille déjà le dimanche et que ça permet à ces gens qui travaillent le dimanche d'être payés plus. Et pour certains étudiants, vous savez, il n'y a pas que des grands professionnels, il y a aussi des étudiants qui travaillent le samedi et le dimanche. Ils seront peut-être bien contents de travailler le samedi et le dimanche pour payer leurs études. Voilà des vérités, voilà une diversité. Ça ne fera pas la relance économique de la France. C'est effectivement une loi symbole. Mais c'est une loi symbole de ce vieux pays qui oublie parfois de se réformer en oubliant son état d'esprit de liberté, comme l'a très bien dit Éric Maillard. C'est celui-là qu'il faut aussi un peu retrouver. Et dans le respect, Madame de la Rochère, si vous saviez un peu qui je suis, vous ne me parleriez pas comme cela, notamment en disant que je suis contre le dimanche, contre se retrouver en famille. Ce n'est clairement pas ma politique et vous avez qu'à aller voir mes votes. On entend votre point de vue, Jérôme Bachet. On continue ce débat après une courte pause sur CNews. Restez avec nous. De retour sur le plateau de l'heure des pros, on continue de parler de la relance de l'emploi avec cette initiative, cette proposition de loi d'un sénateur Les Républicains de l'Oise pour permettre une ouverture 7 jours sur 7 des boulangeries. Derrière cela et derrière cette proposition, il y a l'idée de libéraliser peut-être un peu plus notre économie qui vit des heures difficiles, un chômage qui augmente très
fortement, 22%, un peu plus de 22% sur un an. Et les mois qui viennent s'annoncent difficiles. Ce sont les membres du gouvernement et notamment le ministre de l'économie qui annonce et qui présentera un projet de relance à la rentrée. Ludovine de la Rochère, vous souhaitiez répondre peut-être au sénateur de l'Oise, Jérôme Bascher, sur son intervention juste avant la pause. Je vous remercie. Je voulais préciser, monsieur le sénateur, que je ne sais pas du tout et je ne me permettrai pas d'imaginer vos positions sur les questions familiales et autres. Mais moi, je crains que l'effet de cette mesure soit celui-ci, c'est-à-dire une étape de plus qui va vers la suppression du dimanche, même si j'ai bien noté que là, il s'agit de travailler 7 jours sur 7. Mais ça veut dire donc, l'un des impacts, c'est de supprimer, de désanctuariser un peu plus le dimanche, et qui est un jour commun à tous. Mais pour en revenir à la petite boulangerie du village, il faut bien quelqu'un qui est boulanger, qui fait le pain. Et ça n'est pas à la portée de tout le monde de manière immédiate. Et ce que je crains, c'est que ces petites boulangeries, elles, n'aient pas les moyens d'ouvrir 7 jours sur 7, et qu'elles se trouvent de toute façon en concurrence avec les établissements et les entreprises beaucoup plus importantes, et que donc l'effet recherché n'existe pas, et avec les inconvénients que j'évoquais. Voilà. Sur ce point, peut-être un dernier mot. Éric Meillard, donc vous êtes vous-même à la tête d'une boulangerie à Senlis, désireux de travailler un peu plus. Il n'y a pas que moi je suis le patron, j'ai investi, c'est pas le plus important. Ce que j'ai bien dit, c'est de créer des emplois et des petits emplois. Et madame, je me permets de vous apostropher, mais les gens pourront prendre 2 jours consécutifs de congé en tant que salariés. Et ça, quand on fait 6 jours sur 7, ils ne peuvent pas. Quand on fait 7 jours sur 7, on peut mieux s'organiser et planifier. Les gens ne vont pas travailler 7 jours sur 7, ils vont travailler 35, 40, 45 heures selon leurs besoins, selon leur envie de Oui, bien sûr, on parle de la boulangerie, bien sûr. On parle de la boulangerie, et aujourd'hui, moi, mes concurrents, c'est les grandes surfaces. Et aujourd'hui, dans 40 départements sur 90, ça marche. Et on n'a pas perdu d'emploi. Mais donc, ça veut dire que les uns auront leur jour de repos le dimanche et le lundi, ou le mardi et le mercredi. Et vous voyez, ça veut dire qu'il y a aussi un éclatement de la vie et des relations humaines que nous pouvons avoir avec notre entourage. Et c'est précisément ce que je trouve très regrettable à moyen et long terme. Jean-Claude Beaujour. Vous êtes bien content d'aller à l'hôpital le dimanche et de vous faire soigner mais ça existe. Ça existe. Il y a des choses plus ou moins essentielles dans la vie. Oui, et la boulangerie, on la trouve toujours quand même aussi. Ça existe. Et Jean-Claude Beaujour. Je pense que ni pour brimer la liberté, parce que j'entends, monsieur, qu'effectivement, votre objectif, c'est de créer des emplois à partir de votre boulangerie. Et je pense qu'il faut le saluer. Mais pensez aussi aux toutes petites structures qui n'auront pas les moyens, et avec des gens qui vont à 4 heures du matin pouvoir enfourner. Je pense que l'une des solutions pourrait effectivement de rendre au préfet, comme c'est déjà le cas, la charge d'organiser un petit peu tout cela pour qu'il y ait un équilibre, parce que malgré tout, au-delà de la question du dimanche, pour moi, ce qui est important, c'est la question du repos et du repos des tout petits artisans, des travailleurs individuels. On peut imaginer que c'est une mesure finalement qui ne coûte quasiment rien aux finances de l'État, à un moment où on dépense des millions, voire des milliards. Qui ne sont pas toujours très utiles si on parle concrètement de création de postes, d'emplois. Othman Nasrou sur ce point. Oui. On a vu par le passé, par exemple, que le crédit de CICE, le crédit impôt recherche, sous le quinquennat de François Hollande, n'avait peut-être pas été aussi productif en emploi qu'espéré et lourd sur les finances publiques. Oui, mais il n'y a qu'en France que quand on redonne quelque chose qu'on avait enlevé aux gens, on considère qu'on leur fait un cadeau. C'est vrai pour le CICE, c'est vrai pour le travail, parce qu'en l'occurrence, on interdit à ces artisans de travailler 7 jours sur 7. On leur ouvre la possibilité, on leur donne ce droit, et on prétend ici que c'est pour leur bien, pour les forcer à se reposer. Moi, j'ai énormément de mal quand on pense qu'on sait mieux que les gens ce qui est bon pour eux. Voilà, c'est un principe de base. À partir du moment où on est sur des indépendants, moi, je me souviendrai toujours dans un certain nombre d'enseignes pour le travail le dimanche, il y avait des salariés qui voulaient travailler le dimanche parce que ça leur permettait de récupérer une autre journée ailleurs, d'avoir un temps de repos plus élevé et d'être mieux payés parce que les heures supplémentaires étaient mieux payées le dimanche, et vous aviez des syndicats qui, eux, s'y opposaient. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse confiance aux acteurs et qu'on accepte effectivement de mettre plus de liberté. Et quand on parle d'ultralibéralisme sur le sujet des boulangeries qui vont travailler 7 jours sur 7, je pense qu'on est encore très très loin dans notre pays, avec 57% de dépenses publiques, de l'ultralibéralisme. Jérôme Bascher, un dernier mot sur ce point. Vous souhaitiez intervenir, monsieur le sénateur. Effectivement, encore l'idée par cette mesure symbolique. Il s'agit effectivement d'ouvrir l'idée du temps de travail
et de faire une discussion, certes avec les partenaires sociaux. C'est pas, moi, je ne suis pas un libéral à tout crin. Je vais faire bientôt une proposition de loi sur la souveraineté économique de la France et des choses pour protéger nos entreprises fleurons. Donc, vous voyez, je ne suis pas un ultra-libéral. Je suis une sorte de gaulliste. Voilà. Donc, mais je suis assez attaché à ce qu'on arrête d'embêter les Français qui veulent travailler plus. Ça ne changera rien. J'ai entendu votre point sur le petit artisan qui ne peut pas embaucher. Ça ne changera rien. Il restera fermé un jour de plus. Pour lui, ça ne change rien. Pour ceux qui veulent embaucher souvent des emplois à temps partiel, il faut bien le dire. Ouverture 7 jours sur 7, ça sera quelques temps partiels de plus. Quelques temps partiels de plus. Mais c'est des petits jobs peut-être, mais pour des gens qui en ont aussi besoin, qui ont aussi d'autres choix de travail. Moi, je prends simplement le modèle hollandais de ce point de vue-là, qui est beaucoup de travail à temps partiel, non pas subi, mais choisi. Et il y a là peut-être un peu de choix à faire. C'est là aussi une ouverture à avoir. Merci à vous. Merci beaucoup Jérôme Bachet. Merci aussi Éric Meillard d'être intervenu sur l'antenne de l'heure des pros ce matin. On en reste là sur ce sujet parce que le temps file et je voulais également aborder le sujet de la crise sanitaire qui inquiète les États-Unis, le Brésil, les pays les plus touchés au monde, mais aussi la France, l'Europe, avec une vigilance accrue. Regardez ce sujet de Justine Fraissinet sur les conséquences sur le tourisme de la crise sanitaire. Ce rapport est la première analyse globale de l'impact de la pandémie sur le tourisme, à la fois en nombre de voyageurs et en manque à gagner. Un chiffre est particulièrement frappant, 320 milliards de dollars. Ce sont les pertes au niveau international dans ce secteur. Elles s'expliquent notamment par une chute de 98% du nombre de touristes internationaux en mai par rapport à 2019, moins 56% rien que dans la période allant de janvier à mai 2020. La conséquence d'un confinement presque généralisé imposé depuis le début de la crise. Pour le secrétaire général de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, il est donc primordial de faire redémarrer cette économie. Les gouvernements de toutes les régions du monde ont une double responsabilité, donner la priorité à la santé publique tout en protégeant aussi l'emploi et l'activité d'entreprise. Parallèlement, dans ce rapport, l'OMT observe un début de reprise progressive, surtout dans l'hémisphère nord, avec notamment l'ouverture des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Mais la confiance, elle, est en berne. Parmi les facteurs pointés, certaines zones du monde restent au point mort, comme les États-Unis et la Chine. Les voyageurs, eux, sont préoccupés par leur sécurité. Et enfin, la recrudescence du virus menace la reprise, tout comme le risque de nouveaux confinements ou de couvre-feu. Des chiffres forcément inquiétants. On sera en ligne tout à l'heure avec Didier Arinaud, directeur du cabinet d'expertise Pro Tourisme. Je me tourne vers vous, Othman Nasrou. Les conséquences sur le tourisme, notamment en Ile-de-France, on peut déjà les chiffrer. Vous avez fait déjà un premier bilan. C'est un des secteurs les plus sinistrés et on le comprend facilement. Et derrière, il y a tout de suite des industries, la restauration, l'hôtellerie et même tous les métiers de l'événementiel. Oui, on le voit quand on visite certains monuments de la région. Et on est une des régions les plus visitées au monde et ça fait vivre en Ile-de-France simplement 400 à 500 000 personnes. Donc c'est colossal. Je rappelle que le tourisme en France, c'est 7% de notre PIB. Donc c'est énorme. Et on parlait à l'instant de la boulangerie, on parle là du tourisme. Ce sont à chaque fois des métiers qui recrutent beaucoup de jeunes, en saisonnalité ou non d'ailleurs. Et on a là, sur le marché du travail qui vont arriver, 700 000 nouveaux jeunes sur notre marché du travail. Donc on est évidemment extrêmement inquiet. Et de ce point de vue-là, je me réjouis d'abord que le dispositif de chômage partiel soit maintenu évidemment pour tout le secteur du tourisme. Je crois que c'est indispensable et que malheureusement, il va falloir le maintenir probablement dans la durée. Mais derrière, c'est vrai que la relance va être très lente, parce que le tourisme met toujours du temps à s'en remettre. Je me souviens du choc qu'on nous avait eu aussi après les attentats de 2015, où là le tourisme s'était effondré. On est ici sur des niveaux qui sont encore plus bas. Et donc c'est un vrai sujet de préoccupation et qui suppose que les pouvoirs publics restent très en soutien du secteur dans la durée en attendant cette reprise. Et justement, Didier Arinaud, vous êtes en ligne avec nous, directeur, je le rappelle, du cabinet d'expertise Pro Tourisme. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une écoute suffisamment attentive, vigilante au sommet de l'État ? On a eu la nomination il y a quelques jours la confirmation du secrétaire d'État en charge de ces questions, Jean-Baptiste Lemoyne. Écoutez, ce que l'on voit, c'est que les aides de l'État, elles ont été utiles pour les acteurs du tourisme, et ça c'est indéniable. La mobilisation de Bercy, la mobilisation de BPI France a été extrêmement utile. En revanche, on peut dire qu'il y a eu un amateurisme dans la gestion de cette crise par les pouvoirs publics, une méconnaissance quasi totale de ce qu'est la réalité de l'impact du tourisme sur l'ensemble de nos territoires. Et malheureusement, ça fait de trop nombreuses années
qu'il n'y a pas de véritable stratégie touristique dans notre pays. Ce secteur est pris par le petit bout de la lorgnette. D'ailleurs, précédemment, Jean-Baptiste Lemoyne était secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, en charge des affaires européennes et du tourisme. Autant vous dire que c'est très bien pour rapatrier des Français bloqués à l'étranger. En revanche, lorsqu'il s'agit de faire du développement économique de nos territoires, de la création d'emplois, d'être réactif par rapport à la gestion sanitaire dans nos stations, tout cela a été fait avec beaucoup d'amateurisme. Il y a qu'à voir la polémique sur les plages qui étaient fermées alors que véritablement c'était pas ça le sujet. Il y a eu aussi des déclarations qui ont été... Oui, pardon Didier Arinaud, vous dites que ce n'était pas ça le sujet, mais aujourd'hui on le voit, localement, certains maires referment des plages en raison de l'arrivée importante de touristes. Alors, ça n'était pas le sujet, ça n'est toujours pas le sujet lorsque l'on voit certaines plages où nous avons 3400 km de plage dans notre pays où la distanciation sociale est tout à fait aisée, qu'ici ou là, dans des plages urbaines, il puisse y avoir nécessité de réguler. Mais le problème, c'est qu'on a voulu gérer la situation sur toute la France de façon univoque, unilatérale, sans consulter les maires, sans avoir de réaction et sans s'appuyer sur les collectivités locales. Et c'est en cela que ça a été déplorable. Maintenant, le secteur du tourisme, c'est 2 millions d'emplois directs, 2 millions d'emplois indirects. Là, il s'agit véritablement d'essayer de sauver un maximum d'entreprises touristiques. Et c'est une bonne chose d'ailleurs que les Français soient restés dans l'Hexagone. Et les Français sont là d'ailleurs dans nos stations balnéaires, sur nos territoires ruraux et de montagne. En revanche, ce qui manque à l'appel, c'est la clientèle internationale. Il va falloir s'y faire. Je ne suis pas certain qu'on ait une reprise rapide dans ce secteur d'activité. C'est assez dramatique pour l'Île-de-France et pour toutes les destinations qui dépendent des clientèles étrangères, mais aussi des clientèles de congrès, de séminaires, de rencontres professionnelles. Ce secteur pèse 34 milliards d'euros et à l'évidence, la reprise sera lente pour ce tourisme d'affaires. Donc il faut que nous profitions de cette saison estivale, qui est d'ailleurs une saison un petit peu particulière, sans festival, avec moins de convivialité, bien évidemment, ça c'est une évidence. Mais les Français sont quand même au rendez-vous de la destination France, avec des acteurs, des campings, des villages de vacances qui essayent de sauver les meubles. L'idée, c'est de sauver un maximum d'entreprises et que les Français puissent passer de bonnes vacances. D'ailleurs, je les incite à réserver dans l'Hexagone ou alors aller à Paris. Le message est passé. Merci beaucoup Didier. Paris, de découvrir Paris, d'aller Arinaud au sommet de la tour Montparnasse pour voir une belle exposition photo au Louvre ou ailleurs. Bien sûr. Merci beaucoup Didier Arinaud, directeur du cabinet d'expertise Pro-Tourisme, d'avoir passé ce message, d'inviter les Français autant qu'ils le peuvent à prendre quelques jours de repos. C'est de saison en tous les cas. Jean-Claude Beaujour, vous souhaitiez ajuster rapidement un petit mot parce que je voudrais vous interroger aussi sur le retour. Je partage ce qui a été dit parce que dans notre pays, nous n'avons pas une conscience politique de l'enjeu touristique pour notre économie. Première observation. Deuxième observation, monsieur le vice-président de la région Île-de-France a parlé de la situation Île-de-France et on a parlé de l'ensemble du territoire hexagonal. Je voudrais préciser que dans nos régions d'outre-mer, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, où on vit beaucoup du tourisme et où c'est le principal secteur d'emploi, eh bien c'est une catastrophe économique. Et là, effectivement, on voit la difficulté à gérer politiquement une situation qui est complexe. Bon, Jean-Claude Beaujour, je voulais aussi parler avec vous de la sortie et du lancement du nouveau podcast de Michelle Obama. On a très peu de temps, à peine 20 secondes. Michelle Obama, l'ex-première dame, qui lance officiellement son podcast, un enregistrement d'entretien. C'est dans toute la tradition américaine où après avoir été première famille de France ou président des États-Unis, on peut avoir un autre métier. Eh bien, elle sera peut-être sur les planches ou jouera au cinéma, je ne sais quoi, mais effectivement, ça n'est pas surprenant. Pas de retour en politique, vous n'y voyez pas là une première marche. Elle invite pour lancer son programme son mari. Je n'ai pas de C'est ce soir, je crois. Je n'ai pas de confidence. Tout dépendra de
du colistier ou de la colistière démocrate, parce qu'il est évident que Michelle Obama n'aurait de chances rapides de revenir aux affaires que s'il n'y avait pas un colistier, un vice-candidat qui s'installerait dans la place. Mais ça, on verra. Mais en tout état de cause, il y a malgré tout une volonté de continuer l'action publique. La notion d'action publique est beaucoup plus large que l'action politique aux États-Unis, où elle peut prendre la forme de formation sur le leadership. Elle nous explique ce qu'elle fait, ses amis, son mari, comment elle s'organise. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour. Merci aussi à Mathieu Souquier, Ludovine de la Rochère et Othmane Nasrou d'avoir été les invités de l'heure des pros ce mercredi. Je remercie également les équipes qui m'ont aidé à la préparation de cette émission et les équipes en régie. Restez bien sur CNews, l'information qui se poursuit.